L'histoire commence alors qu'une femme donne naissance à des jumeaux. La vieille femme qui les accouche lui dit qu'elle doit attendre jusqu'à l'aube. Une infirmière dit à la vieille femme qu'elle est folle, mais la vieille femme insiste pour qu'elle attende. C'est très important car ces enfants commanderont les démons. Après la naissance des enfants, leur père ne peut s'empêcher d'être contrarié. Il demande ce qu'ils ont fait et dit que les enfants qui divisent la nuit et le jour sont nés. 16 ans plus tard, l'un des enfants chasse un oiseau. Après avoir attrapé sa proie, il remarque les traces laissées par les dragons. Yuru rentre chez lui, où il est accueilli par son ami Danji. Danji souhaite que Yuru l'ait invité à chasser, et lui rappelle que personne ne sera là pour l'aider s'il lui arrive quelque chose. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter car les gardiens gauche et droit qui veillent sur le village le protégeront. Yuru est très connu dans le village, et il dit bonjour en passant. La mère de Danji crie après Danji pour ne pas avoir aidé, et elle dit qu'il devrait être plus diligent comme son ami Yuru. Yuru se demande comment va sa sœur Asa, et grand-mère Yama a dit qu'elle travaille dur à nouveau. Yuru va voir Asa, qui est étrangement derrière des barreaux, et elle salue son frère Yuru. Elle est ravie d'apprendre qu'il a attrapé un faisan, mais Yuru souhaite avoir attrapé une meilleure proie. Il s'inquiète pour les récoltes car l'année a été sèche, et il veut chasser de plus gros animaux. Si les choses continuent ainsi, ils n'auront pas assez de nourriture pour l'hiver. Asa craint qu'ils doivent partir trouver du travail comme les autres adultes, mais Yuru lui assure que cela n'arrivera pas. C'est pourquoi il travaille dur pour améliorer ses compétences de chasseur. S'il accomplit le devoir de chasser de la viande de valeur, il n'aura pas à descendre travailler. Asa l'espère, car elle ne veut pas qu'ils partent de la même manière que leurs parents. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter, et il promet de rester dans ce village tant qu'elle sera là. Rien ne lui fera jamais changer d'avis, et il la protégera pour toujours. Yuru est appelé et on lui dit qu'une personne nommée Dora est arrivée. Dora a apporté des tonnes de marchandises de la part des gens qui ont quitté le village pour travailler. Les temps sont durs, et une maladie sévit. À cause de cela, Dora dit que juste pour aujourd'hui, il achète des herbes médicinales à un prix élevé. Les villageois adorent tout ce gars, et il conclut des marchés pour acheter des choses. Yuru arrive et dit qu'il ne veut rien de Dora. Dora en sait plus long, cependant, car quand il dit qu'il ne veut rien, Dora sait qu'il cherche quelque chose gratuitement. Dora est un gars sympa, alors il donne un cadeau à Yuru. Après le départ de Dora, Danji dit qu'il aimerait pouvoir quitter le village aussi. Yuru se demande si c'est vraiment une bonne idée, et il demande si le monde extérieur est vraiment si agréable. Danji fait remarquer que les gens qui partent travailler ne reviennent jamais. Cela lui prouve que le monde d'en bas doit être un endroit vraiment agréable. Yuru n'est pas d'accord et dit qu'il pourrait rester dans ce village pour le reste de sa vie. Danji dit qu'il pourrait partir et emmener Asa avec eux. Yuru refuse et dit que Danji serait une mauvaise influence pour sa sœur. Il rappelle à Danji qu'Asa a un travail très important à faire. Danji fait remarquer qu'il n'a même jamais vu Asa auparavant, et Yuru lui rappelle que seules certaines personnes du village sont autorisées à la voir. Les deux plaisantent un moment, mais ils deviennent silencieux lorsqu'ils entendent un bruit étrange. Yuru détermine que cela doit être les dragons, et il pointe le ciel. C'est la traînée parfaite de gaz de dragon, et cela explique tout. Danji fait remarquer que ce n'est pas le bruit habituel qu'ils entendent, et cette fois c'est différent. C'est vraiment fort, et il se demande si cela signifie que c'est à proximité. Danji est terrifié car aucun d'eux n'a vu de dragon auparavant. Juste à ce moment, une main mystérieuse fait quelque chose, et elle expose le village. Le sol tremble, et même Dora peut le sentir depuis l'endroit où il se trouve. Yuru et Danji sont alors choqués lorsqu'ils voient que la chose dans le ciel est beaucoup plus proche. Des choses plus étranges apparaissent au-dessus du village, et tout le monde panique. Ils n'ont jamais vu ces choses auparavant, et ils sont terrifiés. Dans la forêt, un groupe de soldats élimine certains villageois. Dora regarde le ciel, et il finit par être touché par une balle. Certains villageois cherchent des réponses auprès de Yamaha, et elle dit que ce n'est pas bon. La barrière autour du village a été brisée, et ils sont tous en danger. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais les attaquants sont très probablement là pour Yuru. Ils doivent le cacher quoi qu'il arrive, alors elle dit aux autres de la mener. Yuru arrive à l'entrée du village, et Danji est horrifié de voir que tant de personnes ont perdu la vie. Yuru dit à Danji de rester près de lui, et il se précipite chez eux. Ils croisent des personnes étranges qui disent avoir trouvé leur cible en voyant Yuru. Yuru parvient à les éliminer, et Danji se demande ce qui vient de leur voler dessus. Yuru ne sait pas non plus, mais il peut dire que c'est mortel. Il continue de courir, et Danji fait remarquer que les dragons sont près de la zone extérieure. Ils sont terrifiants, et Yuru se demande si ce sont vraiment des dragons. Danji veut trouver sa mère, et il suppose que Yuru va aller voir Asa. Yuru commence à faire quelque chose, cependant, et il dit à Danji d'aider. Il découvre un passage secret, et Yuru explique que c'est un raccourci. Ils entrent dans le tunnel, et Yuru espère juste que sa sœur va bien. Dans le village, une étrange fille est déposée, et elle dit poliment bonjour à tout le monde. Les villageois sont pris au dépourvu, et ils ne savent pas quoi faire. La mystérieuse fille dit simplement le mot engloutir, et l'un des villageois est coupé en deux. C'est absolument terrifiant, et la fille utilise sa mystérieuse capacité à engloutir sur les autres villageois.
Avec le moindre mouvement de sa main, elle les tranche en morceaux. C'est une vision terrifiante, et une jeune fille reste à pleurer sa mère. La mystérieuse fille dit qu'elle ne fait pas de mal aux enfants, et elle prend un moment pour éliminer un autre villageois. Le nom de la fille est Gabi, et elle signale que les zones extérieures et intermédiaires sont sécurisées. Elle a fait son travail, donc ils peuvent maintenant envoyer les forces au sol. Gabi est surprise, cependant, quand les forces au sol ne répondent pas. Dans la forêt, on voit que c'est parce que Dora a anéanti les soldats qui ont essayé de l'attaquer. Dora se demande avec désinvolture ce qu'il va faire de la situation, et il sort un téléphone portable. La barrière a été brisée, alors il appelle quelqu'un nommé Anna. Il explique ce qui se passe, et il lui dit qu'ils devront changer le point de rendez-vous. Dora en sait plus qu'il n'y paraît lorsqu'il dit qu'il pense qu'Asa est là. Ailleurs, une femme traîne Yamaha jusqu'à l'endroit où se trouve Asa. Elle voit Asa dans une cage, et elle réalise ce qui se passait. Elle trouve cela dégoûtant, et elle lève son bras vers Asa. Asa est horrifiée, et la femme utilise son pouvoir mystérieux. Elle brise toute la cellule, et elle met fin à la vie d'Asa. Yuru arrive au pire moment, et il est horrifié de voir ce qui est arrivé à sa sœur. Il appelle Asa, mais c'est la femme qui répond. Elle dit bonjour à son frère et déclare qu'elle est venue le chercher. Ce n'est pas tout, car elle révèle qu'elle est également là pour éliminer tous les autres. Yuru ne peut pas comprendre ce qu'elle dit, et il dit qu'elle n'est pas sa sœur. Il tente de venger sa vraie sœur, et la fille le contre. À l'extérieur, Dora détermine que les attaquants se déguisent en hélicoptère de secours en montagne. Dora passe à l'action et affronte plusieurs soldats. Il dit qu'il doit faire attention car il ne peut pas les laisser le suivre d'en haut pendant qu'il s'échappe. Il croise Gabi et la complimente pour ses dents terrifiantes. Gabi est impressionné car il est capable de les voir d'une manière ou d'une autre. L'étrange créature attaque Dora, mais il s'avère difficile à vaincre. Gabi se demande s'il est celui qui a éliminé les troupes au sol, mais Dora n'est pas d'humeur à répondre aux questions. Il utilise un mouvement habile pour lancer une grenade, et il prend Gabi au dépourvu. De retour avec Yuru, la femme s'excuse car elle voulait seulement briser sa flèche. Juste à ce moment, le cadeau que Yuru a apporté tombe de sa poche. Il roule vers Asa, et quelque chose d'étrange arrive à son sang. Il prend la forme d'une personne, et il attrape la femme. Yamaha profite de cette occasion pour dire à Dora de prendre Yuru et de courir. Dora sort de nulle part, et il fait exactement cela. Yamaha sait qu'elle ne tiendra pas longtemps, alors elle dit à Dora de se cacher dans le monde d'en bas. Elle dit qu'il ne doit pas les laisser trouver Yuru, et Dora dit qu'il ne le fera pas d'Angie et de sa mère, et il voit Yuru être emmené. Lorsqu'ils sortent du tunnel, Dora explique qu'ils vont descendre la montagne. Il est surpris de voir que Yuru a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Dora essaie de le sortir de cet état, mais il est trop tard. Ils ont été trouvés, et ils ont manqué leur chance de s'enfuir. Des tireurs d'élite leur tirent dessus, et si le monstre les trouve, ils seront en très gros problème. Yuru, cependant, n'arrive toujours pas à accepter le fait qu'Asa a disparu. Il lutte tellement contre cela qu'il essaie de se convaincre qu'il l'a vu bouger un peu avant qu'il ne parte. Yuru se sent terrible car il a aussi laissé grand-mère derrière lui. Il se demande qui était cette femme car elle a dit qu'elle mettrait fin à la vie de tout le monde même s'il n'avait rien fait. Dora n'a pas le temps d'expliquer, alors il montre à Yuru un pendentif des créatures gauche et droite qui gardent le village. Il dit à Yuru d'utiliser la gauche et la droite, mais Yuru n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. Dora explique qu'il y a un espace entre les statues gauche et droite, et il veut que Yuru place le pendentif là. Yuru ne comprend toujours pas, alors Dora lui dit de considérer cela comme un cadeau. Notre héros se précipite pour le faire, mais il voit que le trou est obstrué par des détritus. Il essaie de dégager le trou, mais il est trouvé par les tireurs d'élite. Ils ont pour ordre d'attraper Yuru tandis que tous les autres doivent être éliminés. Alors qu'ils lui tirent dessus, Yuru parvient à mettre le pendentif en place. Juste à ce moment, Dora frappe le visage de Yuru contre le sol, lui faisant saigner abondamment. Yuru est furieux, mais on voit que son sang a atterri sur le pendentif. Avant que les tireurs d'élite ne puissent tirer le coup suivant, les statues gauche et droite commencent à briller. Les tireurs d'élite sont aveuglés par une lumière vive, et leur véhicule est attaqué. Yuru est choqué de voir que d'étranges êtres sont apparus, et il repousse l'ennemi. Les créatures sont incroyablement puissantes, et elles abattent les véhicules ennemis. Yuru et Dora s'enfuient, et Gabi est furieuse. Ces hélicoptères étaient son moyen de rentrer chez elle, et descendre la montagne à pied va être un vrai problème. Gabi pense alors à comment quelque chose semble être apparu. Elle se demande à qui sont ces démons, et elle espère qu'ils sont faibles. À proximité, Yuru et Dora se remettent du crash. Une voix rauque appelle gauche et lui dit que leur nouveau maître semble être un enfant. C'est un soulagement pour lui car cela signifie qu'il sera facile à contrôler. Droite n'est pas d'accord et dit à gauche que son âge n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ils doivent obéir à leur maître. Yuru n'a aucune idée de qui sont ces personnes, mais Dora comprend complètement, et il commence à énumérer les noms par lesquels on les appelle, fantômes, esprits, monstres, aberrations et pères. Il n'y a pas un seul nom pour eux puisque tout le monde les appelle différemment. Yuru est complètement sans mots alors que Dora révèle que ce sont les démons de Yuru.
Un regard dans le passé montre le moment où le père de Yuru lui a montré le passage secret. Selon lui, le seigneur de ces terres avait fait construire le passage à l'époque où le village était un château. Très peu de gens sont au courant, alors le père de Yuru lui a dit de n'en parler à personne. Son dernier message pour Yuru est qu'il se souvienne que la gauche et la droite veillent toujours sur lui. De retour au présent, il confirme qu'ils ont surveillé Yuru tout ce temps. Raikht n'arrive pas à croire que ce petit bonhomme soit leur nouveau maître, et Left doit lui dire d'arrêter de se moquer de lui. Dora les accueille, et ils savent déjà que Dora est le vassal démon. Ils l'ont aussi surveillé, et ils disent qu'ils ont abattu les oiseaux géants pour eux. Ils n'ont jamais vu des oiseaux pareils auparavant, alors Dora doit expliquer que ce sont des véhicules du monde moderne. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour discuter car il y a plus d'une menace. Dora dit qu'il a besoin de leur aide pour descendre de la montagne, mais les démons lui font remarquer qu'il n'est pas leur maître. Leur maître est Yuru, et ils n'obéissent qu'à ses ordres. Dora le sait, mais il dit qu'il n'a pas le temps d'expliquer tout à Yuru. Juste à ce moment, leur temps est complètement écoulé car Gabi les trouve. Elle se demande à qui appartiennent les démons, et elle suppose qu'ils appartiennent à Dora. Yuru se demande ce qu'est ce monstre avec beaucoup de dents, mais cela ne fait que contrarier Gabi. Elle lui dit de ne pas sous-estimer la robustesse de son démon et de ne pas l'appeler un monstre. Gabi réalise que ce jeune homme doit être Yuru, ce qui signifie qu'il est le frère d'Aza. Entendre le nom d'Aza rend Yuru furieux alors qu'il repense à toutes les horreurs infligées à son village. Gabi veut que Yuru vienne avec elle, mais il est très en colère maintenant. Il exige de savoir si elle a participé à l'attaque, et elle confirme que oui. Raikht dit à Yuru de simplement leur donner le mot, et ils feront tout ce qu'il ordonnera. Yuru n'a jamais été aussi en colère, et il dit qu'il ne leur ordonnera rien. Ce sont les divinités protectrices du village, donc il n'oserait pas leur donner d'ordre. Cependant, il dit qu'il a 2 requêtes. Premièrement, il leur dit de trouver des survivants et de les emmener dans un endroit sûr. Il dit que Gabi est sa cible, donc sa deuxième requête est que personne d'autre ne la touche. À part ça, Yuru déclare qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Raikht ne pourrait pas être plus heureux d'entendre cela parce que leur nouveau maître est non-interventionniste. De retour au village, la femme jette Yamaha de côté. Elle dit qu'ils ne lui pardonneront jamais, et qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait. En sortant, elle croise Danji, et il protège sa mère. De retour avec notre héros, Raikht dit qu'il comprend sa mission. Il ne peut pas toucher à Gabi, alors il se contente de passer à côté d'elle. Il dit qu'il va chercher les survivants, mais il prévient Gabi que son autre moitié est très impulsive. Il s'avère qu'il a raison alors que Left envoie le démon de Gabi valser à travers le champ. Elle dit qu'elle suit simplement les ordres en ne touchant pas à Gabi et en faisant ce qu'elle veut. Yuru est le suivant à se battre alors qu'il frappe Gabi avec l'une de ses flèches. Il en prépare une autre, mais Gabi fait emmener son démon en sécurité. Yuru la poursuit, et Dora la suit après avoir d'abord récupéré le pendentif. De retour au village, Raikht traverse le massacre et essaie de demander aux gens s'ils vont bien. Il voit qu'une fille est encore vivante, mais elle ne peut pas le voir. Raikht se rend visible et dit à la fille de ne pas s'inquiéter car il n'est pas un monstre. Il dit qu'il l'emmènera quelque part en sécurité, mais la fille s'évanouit de peur. Raikht l'emmène quelque part, et nous voyons qu'il a trouvé d'autres survivants. Il dit qu'il a été offensé parce qu'ils se sont tous évanouis après l'avoir vu. Raikht a remarqué que les agresseurs n'ont fait preuve d'aucune pitié envers les adultes, mais ils n'ont pas blessé les enfants. Juste alors, un autre survivant apparaît, mais il s'avère que c'est la femme. Elle l'attaque immédiatement, mais Raikht n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. D'un seul rugissement, Raikht libère une attaque incroyablement puissante. La fille parvient tout juste à la bloquer, et il lui dit qu'elle a un pouvoir assez dangereux. Il dit qu'il lui donnera un combat si c'est ce qu'elle veut, mais il est occupé à exécuter les ordres de son maître pour le moment. Elle s'enfuit simplement, et Raikht remarque quelque chose à propos de son odeur. À proximité, nous voyons que Gabi a été contrainte de se cacher derrière une porte qu'elle a fermée. Elle est absolument terrifiée alors que Left essaie avec colère d'entrer par effraction. Left est un monstre absolu alors qu'elle utilise toute sa force pour ouvrir de force la bouche du monstre. Gabi fait de son mieux pour la maintenir fermée, mais ça ne sert à rien. Left est trop puissante, et elle la force à s'ouvrir. Yuru profite de ce moment pour toucher Gabi avec une autre flèche, mais l'autre fille arrive enfin. Elle utilise son pouvoir et ferme définitivement la porte. Gabi l'appelle Aza, mais ils sont surpris quand Yuru les rejoint. Il exige de savoir qui elle est, alors elle répète qu'elle est sa sœur, Aza. Yuru refuse de la croire, et il fait remarquer qu'elle est trop grande pour être sa sœur. Aza explique que le monde d'en bas a un meilleur accès à la nutrition, et c'est pourquoi elle est plus grande. Yuru fait ensuite remarquer que sa sœur ne regarde pas comme elle le fait, alors Aza explique qu'elle a beaucoup traversé. Raikht rejoint le groupe et dit que le sang de la fille aux cheveux noirs sent exactement comme celui de Yuru. Son nez n'a jamais tort, et il est sûr qu'ils sont frères et sœurs. Yuru a du mal à l'accepter, alors il se demande qui est cette fille qu'il croyait être sa sœur. Aza explique simplement que c'est une imposture. Il y a 10 ans, leurs parents ont pris la vraie Aza et ont fui le village. Yamaha et les autres craignaient que Yuru veuille aussi partir. C'est pourquoi ils ont créé une imposture pour le retenir ici pour toujours.
Yuru est un grand frère gentil et attentionné, alors il savait qu'il ne partirait pas tant qu'Asa serait encore au village. Elle dit que l'Asa qu'il connaît est une fausse, et Yuru est choqué. Dora intervient et demande à Asa de reculer. Yuru est furieux parce qu'il veut régler leur combat. Dora doit lui rappeler que les agresseurs le recherchent. Ils ne savent pas de quoi cet Asa est capable, et le village pourrait subir plus de dégâts s'il continue à se battre. Il y a encore des survivants, alors Yuru accepte de reculer. En retour, il veut qu'ils promettent de ne plus faire de mal aux autres villageois. Il ne les attaquera plus tant qu'ils se retireront. Asa accepte ces conditions, alors ils se séparent. Gabi dit qu'il devrait les poursuivre, mais Asa fait remarquer qu'elle est vraiment blessée. Leur principale préoccupation était Yuru, et il semble être en sécurité maintenant. Asa peut enfin se détendre un peu, et elle se met à pleurer. Son visage est couvert de larmes alors qu'elle a enfin pu confirmer que son frère est toujours vivant. La barrière autour du village revient, alors Gabi dit qu'elle devrait descendre de la montagne. Yamaha est celui qui restaure la barrière, et nous voyons que l'autre Asa est là. Quelque part au pied de la montagne, des gens modernes se demandent pourquoi il y avait des hélicoptères dans les parages. Beaucoup de gens disparaissent par ici, alors ils se demandent s'il y avait une sorte de recherche. Ils plaisantent parce qu'il y a une histoire effrayante sur un village perdu, il y a un village là où il ne devrait pas y en avoir, et des randonneurs errent parfois dans un autre monde. Juste à ce moment, ils sentent une forte rafale de vent, et nous voyons que ce sont nos héros. Ils descendent de la montagne et remarquent qu'ils ne voient plus le village. Cela signifie que la barrière a dû se rétablir, alors Yuru se demande s'il ne pourra jamais y retourner. Dora explique qu'il le peut s'il le veut vraiment, mais cela pourrait être dangereux, quelqu'un qui savait où le trouver a brisé la barrière assez facilement. Ils en voulaient à Yuru, donc ça ne sert à rien de le cacher là-bas. Cela ne sert à rien de retourner du tout, donc ils devront se fondre dans la foule du monde d'en bas. Finalement, ils rencontrent une fille nommée Anna, qui les attendait. Elle est contrariée parce qu'elle savait qu'il ramènerait un humain, mais il n'a rien dit sur les démons. Les démons sont surpris parce que cette fille est capable de les voir. Dora dit qu'il n'y a pas de temps pour expliquer parce que Yuru est en danger. Il essaie de présenter les démons, mais ils sont trop occupés à essayer de comprendre ce qu'est la voiture. Anna se présente à Yuru et explique qu'elle travaille avec Dora en tant que vassal démon. Dora demande aux démons s'il y a d'autres porteurs de démons dans les parages, et ils disent que non. C'est une bonne nouvelle, alors il est temps d'aller quelque part de fréquenter. Yuru hésite parce qu'il ne veut pas entrer dans leur étrange machine. Dora doit expliquer ce qu'est une voiture, mais c'est un peu difficile à faire. Anna ne veut pas attendre, alors elle propose une meilleure explication. Elle dit qu'il y a des chevaux à l'intérieur, et que cette chose va très vite. Cela leur suffit, et Dora n'arrive pas à croire que ce soit si facile. Quant à Asa et Gabi, nous voyons qu'elles attendent leurs moyens de transport. Elles déterminent qu'elles sont en dehors de la barrière car elles captent un signal sur leur téléphone. Un garçon nommé Jin arrive, et elle le remercie d'être venu les chercher. Jin a entendu dire que de nouveaux démons sont apparus, alors il regrette de ne pas être venu plus tôt. Ils vont devoir mettre Gabi sur une civière, alors il se demande à quel point ses blessures sont graves. Elle explique qu'elle a encore une pointe de flèche dans l'épaule, et que la flèche dans sa jambe l'a traversée. Ce sont des blessures assez graves, alors Jin aimerait qu'elle ne prenne pas ça à la légère. Asa explique que Yuru n'est pas avec elle, mais elle confirme qu'il est vivant et en bonne santé. Jin n'a vu aucun signe de lui sur le chemin, alors il se demande s'ils sont encore sur la montagne. Gabi explique que Yuru s'est enfui avec un gars nommé Dora, et Jin semble connaître ce nom. Un soldat est également choqué d'entendre ce nom, et Jin l'appelle le vassal Tadra. Jin réalise seulement maintenant qu'ils ont fait une énorme erreur en choisissant d'attaquer un jour où Dora était présent. Cette situation est plus dangereuse qu'il ne le pensait initialement, alors il dit qu'il aurait dû apporter son arme finalement. De retour avec notre héros, Dora explique tout ce qui s'est passé et dit qu'il pense que les Kagamori sont derrière l'attaque. Ils connaissent maintenant son nom et son visage, alors il va devoir faire quelques changements. Juste alors, Left dit qu'ils sentent des démons approcher. Anna craint qu'ils soient poursuivis, mais ce n'est pas le cas. Les démons leur disent de ne pas s'inquiéter car il s'agit en fait d'une vieille amie à eux. La fille salue Left et Right, et elle détermine qu'ils ont dû trouver un nouveau maître. Ils expliquent qu'ils ne sont pas descendus de la montagne depuis très longtemps, donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Cela fait environ 400 ans, et tant de choses ont changé. Ils présentent Yuru et révèlent qu'il est l'un des jumeaux qui divisent le jour et la nuit. C'est important, alors la fille dit que leur situation ne sera pas facile. La fille est impatiente d'entendre comment se déroule leur voyage, alors elle lui dit de le lui raconter à leur retour. Dora perd la raison car c'est la première fois qu'il la voit. Yuru se demande ce que c'était que cette chose, alors les autres le réprimandent pour son manque de respect. Ils expliquent que c'était Oshirazama. C'est une véritable divinité d'un tout autre niveau que le démon moyen. Dora n'aurait jamais imaginé la rencontrer, et Anna est juste contente d'avoir été là pour le voir. Il s'avère qu'il existe toutes sortes de démons. Anna explique que les humains aiment simplement les classer en catégories, certains sont des dieux, d'autres sont juste des esprits, certains vivent une vie tranquille aux côtés des humains comme Oshirazama, d'autres portent chance à leur maître,
et certains encouragent les activités criminelles. Quant à celui qui les a attaqués, Dora suppose que c'était un type de combat, c'était en fait deux démons car la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure forment une paire. Dora dit qu'il a entendu parler de démons dévorant leurs propres maîtres s'ils ne les aiment pas. De retour avec les autres, Asa s'excuse d'avoir laissé partir Yuru. Elles vont avoir des ennuis, mais Asa dit qu'elle assumera la réprimande avec Gabi. Jin leur dit à toutes les deux de ne pas s'inquiéter car leur patron sera heureux d'apprendre que Yuru est vivant et descendu de la montagne. Gabi est juste contente que ce soit fini car elles auraient pu lui ôter la vie s'il n'était pas apparu. Jin se demande si les démons étaient vraiment si puissants, et Gabi confirme. Cependant, celui qui lui a fait le plus de dégâts, c'est Yuru. D'abord, il a neutralisé sa mobilité. Ensuite, il a mis hors d'usage sa main dominante. Il a l'esprit d'un chasseur, et Gabi dit qu'il est brutal. Plus haut dans la montagne, deux soldats essaient de rejoindre les autres. Ils sont tombés sur un tas de rochers 5 fois maintenant, et ils réalisent qu'ils sont coincés ici. De retour avec Yuru, il voit une grande ville pour la première fois de sa vie. De retour avec Yuru, il voit pour la première fois de sa vie une grande ville. Il s'arrête dans un magasin, alors Anna achète de la nourriture et des vêtements neufs pour Yuru. Elle dit à Yuru qu'il se fera remarquer s'il est habillé comme ça, donc il doit changer. Yuru se demande si on lui a donné une tunique, alors Anna explique que ce sont juste des pantalons ordinaires. Dora lui donne également une paire de sandales, c'est ce qu'il porte ici en bas. On tend à Yuru quelque chose à manger, et il est choqué de voir que les boulettes de riz sont faites avec du riz blanc à 100%. Elles sont de très haute qualité, et l'une d'elles a même des algues. Dans son village, cela serait considéré comme des luxes, alors il n'arrive pas à croire qu'il mange ça aussi simplement. Anna doit les ouvrir pour lui, et il prend sa première bouchée. C'est absolument incroyable, et il se demande si c'est la nourriture des dieux. La nourriture est si bonne qu'elle fait penser Yuru à Asa, et il souhaite qu'elle puisse en manger aussi. Raig demande à Dora ce qu'est cet endroit, et il explique que c'est ce qu'on appelle une aire de repos. C'est comme une station relais moderne où l'on peut trouver des magasins d'alimentation et des toilettes. Il dit qu'on peut même y acheter des souvenirs. Left et Raig trouvent cela très intéressant, et Dora propose de les emmener à l'intérieur. Raig refuse cependant, parce qu'ils veulent rester avec Yuru. Left dit que lui et Anna devraient aller manger pendant qu'ils gardent un œil sur leur maître. Avant qu'ils ne partent, Anna leur dit de ne pas toucher au siège du conducteur. Raig se demande s'ils doivent nourrir les chevaux à l'intérieur de la voiture, et Anna dit qu'ils les nourriront d'huile plus tard. À l'intérieur, Dora et Anna réfléchissent à leur prochaine action. Anna veut savoir ce que Dora a dit à Yuru, et il explique que Yuru a perdu la raison quand il a découvert que cette fille n'était pas sa sœur. Dora pense qu'il vaut mieux ne pas en dire plus parce qu'il n'est encore qu'un enfant. Il décide qu'il est temps de déterminer quoi faire ensuite. Puisque l'ennemi connaît son visage et son nom, Dora ne peut pas retourner à son ancien endroit. Anna dit qu'il est essentiellement sans domicile, et qu'en plus il doit maintenant s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Dora déclare que c'est aussi le problème d'Anna parce qu'elle est aussi une vassale démoniaque, donc elle va l'aider. Anna dit qu'elle fera ce qu'elle peut, et Dora prend cela pour un accord. Il la choque absolument et dit qu'ils devraient se marier. Anna est dégoûtée, alors elle sort des points américains et dit que ce sont ses alliances. Elle exige de savoir pourquoi elle doit l'épouser, et Dora explique que ce ne serait pas pour de vrai. Tout d'abord, ils doivent se fondre dans la société pour protéger Yuru, et être mariés leur donnerait l'apparence d'une famille. De plus, les rumeurs sur les étrangers se répandent rapidement dans le pays, donc ils doivent aller dans une grande ville. Dora est sûr qu'il ne peut pas le faire seul, mais Anna fait remarquer qu'il pourrait juste être colocataire. Dora explique qu'il est plus facile de louer une maison en tant que famille parce que les gens font plus confiance aux familles. Anna propose une contre-proposition et dit qu'elle pourrait être la grande sœur de Yuru pendant que Dora est leur père célibataire. Dora s'imagine en père dont la femme l'a quitté, et il commence même à entendre les commérages à son sujet. Les gens se demanderont s'il était un trompeur et si c'est pour ça que sa femme l'a quitté. Ou peut-être sera-t-il vu comme un père héroïque élevant ses enfants seul après le décès de sa femme. Finalement, Dora conclut que cela attirerait trop l'attention dans un cas comme dans l'autre. Il dit que la meilleure couverture est que Yuru était son enfant et qu'il s'est remarié avec une femme plus jeune. Dora la remercie pour sa coopération, et il passe en revue les détails. Anna n'a jamais accepté rien de tout cela, et elle le fait parfaitement comprendre. Elle dit qu'elle a déjà décidé qu'elle allait épouser Jason Statham. Dehors, Left et Raig sont toujours émerveillés par la voiture, et ils se demandent où les chevaux sont gardés à l'intérieur d'une si petite boîte. Yuru s'excuse d'avoir serré toute la nourriture contre lui, et il demande s'ils ont faim. Raig dit que leur nouveau maître est vraiment gentil, et Left lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il ne mange pas de nourriture humaine. Yuru veut savoir comment il doit les appeler, et Raig dit qu'il peut les appeler comme il veut. Yuru essaie d'être respectueux en les appelant « Seigneur Raig » et « Dame Left », mais Raig dit que c'est beaucoup trop guindé. Il rappelle à Yuru qu'il est leur maître, donc il n'y a pas besoin d'être si formel. Yuru abandonne les formalités et les appelle simplement Raig et Left. Cela réglé, Yuru va droit au but et leur demande de tout lui dire ce qu'ils savent sur lui et sa sœur. Raig explique qu'ils sont restés à l'entrée du village pendant 400 ans.
Ils n'ont vu que les gens qui allaient et venaient, donc ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé à l'intérieur. À un moment donné, ils ont entendu dire que des jumeaux étaient nés, et finalement ils ont commencé à voir Yuru. Son père l'emmenait souvent à la chasse quand il était petit, et Yuru se souvient que ses premiers souvenirs sont de son père lui apprenant à chasser. Left dit qu'ils n'ont presque jamais vu l'autre jumeau, alors il suppose qu'elle est morte d'une maladie juste après sa naissance. Cependant, il y a environ 10 ans, ils ont vu ses parents fuir le village avec une petite fille dont le sang sentait exactement comme celui de Yuru. Yuru rassemble tout et réalise que cette petite fille a grandi et a attaqué le village. Il a toujours pensé que ses parents les avaient laissés tous les deux derrière, mais il s'avère qu'ils n'ont laissé que lui. Yuru se tait, frappé durement par cette réalisation. Cependant, il réalise aussi que la fille qui se fait appeler la vraie Asa sait peut-être où sont leurs parents. Juste à ce moment, Dora et Anna reviennent, et Anna annonce qu'ils seront les tuteurs de Yuru à l'avenir. Yuru ne comprend pas, alors Anna lui dit simplement qu'ils seront responsables s'il a des ennuis. Dora lui rappelle qu'ils vont rouler pendant un moment, alors il lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes. Yuru dit qu'il y est déjà allé près de buissons, et Anna est horrifiée. Elle doit aussi lui dire de ne pas s'asseoir sur le toit de la voiture parce qu'il attirera l'attention. Yuru fait remarquer que Raigt et Left sont là-haut, mais Anna explique que les humains normaux ne peuvent pas voir les démons. Raigt dit que les manieurs de démons comme Yuru peuvent les voir, et Left ajoute que les démons peuvent aussi se rendre visibles à certains humains. De plus, pour une raison ou une autre, certaines personnes ont naturellement la capacité de les voir. Yuru demande alors à propos du clan Kagamore qui les a attaqués et s'ils sont des manieurs de démons. Dora confirme qu'ils en ont quelques-uns, et Yuru veut en savoir plus sur eux. Dora explique que c'est un clan branche qui a quitté le village de Hagashi à cause de différentes opinions. Après leur départ, ils se sont établis dans le monde d'en bas. Il y a un réseau de personnes qui ont quitté le village pour le monde d'en bas, et elles partagent des informations. Ils ont entendu des rumeurs depuis un moment que l'un des jumeaux était avec les Kagamore, et cela s'est avéré vrai. Ailleurs, nous voyons qu'une femme fuit quelque chose avec frénésie. Elle essaie désespérément de fermer la porte de l'ascenseur. Mais il est trop tard. Un homme à l'allure étrange l'ouvre et entre à l'intérieur. Il dit à la fille qu'il doit se rapprocher pour mettre fin à sa vie, et elle essaie de le tenir à distance. Elle tremble de peur en lui disant de rester loin, et elle l'avertit de ne pas entrer sur son territoire. Malheureusement pour lui, il s'approche trop près, et la fille se transforme en quelque chose de terrifiant. Le nom de la fille est Tao, et Jin l'appelle pour lui expliquer qu'il vient de s'occuper de son harceleur. Il s'avère que Jin a utilisé son pouvoir pour créer un clone et a trompé le harceleur. Ao n'a plus rien à craindre maintenant parce que Jin a fait promettre au harceleur de ne plus jamais s'approcher d'elle. Il dit qu'elle peut retourner au travail, et nous voyons que Jin a en fait mis fin à la vie du harceleur. Au rez-de-chaussée du bâtiment, une pauvre fille essaie d'entrer dans l'ascenseur. Elle est figée de terreur quand le démon de Jin sort. Jin réalise que cette fille est capable de voir les démons, alors il lui dit doucement de n'en parler à personne. De retour dans la voiture, Dora explique que lui et Anna n'ont pas eux-mêmes reçu beaucoup d'informations. Leurs familles sont ici en bas depuis des générations, et ils ont simplement hérité de ce travail. Les seules instructions de grand-mère Yama étaient de s'assurer qu'aucun étranger ne trouve l'emplacement du village et que les jumeaux ne tombent pas entre de mauvaises mains. Quant à Dora, il se procure des biens et transmet des informations pendant qu'Anna s'occupe de divers travaux d'en bas. Anna elle-même n'est jamais allée au village. Dora dit qu'en tant que Tedara, il doit respecter les règles du clan, et il révèle que son vrai nom est Tedara Ryu. Yuru fait remarquer que grand-mère semblait vraiment contrariée qu'ils essaient de l'emmener, alors il se demande ce qu'il est exactement, lui et sa sœur. Raigt explique que lorsqu'un garçon et une fille jumeaux naissent dans un village à l'est, un jour où la nuit et le jour sont égaux, le monde sera déchiré. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 400 ans, et cela a conduit à une guerre majeure qui a divisé la nation en deux. Les manieurs de démons étaient impliqués en coulisses dans ces conflits. Yuru se demande s'ils sont des enfants maudits qui vont plonger le monde dans le chaos, mais Raigt le corrige. Ce sont en réalité les gens qui veulent utiliser leur pouvoir qui déclenchent les combats. Yuru dit qu'il n'a aucun pouvoir spécial, mais Raigt dit pas encore. Left explique qu'il a la capacité d'acquérir du pouvoir, et Dora dit qu'Asa a probablement déjà acquis le sien. Raigt confirme que ce qu'ils ont vu d'Asa s'appelle « rupture ». C'est le pouvoir de défaire de force n'importe quoi, et cela peut facilement forcer l'ouverture de barrières ou de toute autre chose. Left explique que son pouvoir jumeau s'appelle « So », qui est le pouvoir de fermer de force n'importe quoi. Anna se demande ce qui se passerait si Rupture et So entraient en collision, et Dora dit que ce serait un paradoxe. Autant que Left et Raigt le sachent, personne n'a jamais acquis les deux pouvoirs à la fois, donc personne ne sait ce qui pourrait réellement arriver. Anna se demande si les rumeurs sur ces jumeaux semant le chaos ont simplement pris leur propre vie, et si les villageois sont manipulés par cette idée. Yuru réfléchit à tout, et il se souvient qu'il y avait une barrière autour du village. Yuru a alors demandé à Dora comment il pouvait aller et venir du village étant donné qu'il y avait une barrière autour. Dora explique que son clan connaît un itinéraire spécifique pour passer. Cela implique un ensemble très particulier de mouvements et de directions,
et c'est vraiment pénible à suivre. Les instructions incluent de contourner des rochers plusieurs fois et de faire des virages à 90 degrés à certains endroits. Il révèle ensuite que la mère de Yuru vient en fait du monde d'en bas. Elle est tombée par hasard sur l'itinéraire menant au village alors qu'elle était perdue. Il n'est pas rare que des gens se retrouvent sur cet itinéraire en essayant de redescendre de la montagne. Cela donne à Yuru un flashback de sa mère lui disant que dans l'endroit où elle est née, son nom signifie « nuit ». Elle avait toujours espéré pouvoir l'emmener, ainsi que son père et Asa, là-bas un jour. Un peu plus tard, nous voyons que Yuru s'habitue à la vie dans le monde moderne. Il a appris les règles d'utilisation des toilettes, comme tirer la chasse et se laver les mains. Il n'aime pas les sèche-mains qui rugissent comme des dragons, alors il s'essuie les mains sur sa chemise. Yuru est très fier de lui alors qu'il déclare qu'il a maîtrisé ses règles. Alors qu'il marche avec ses démons, il remarque que c'est incroyable qu'il n'ait pas puisé l'eau d'un puits. Raigt est également perplexe car il ne comprend pas comment appuyer sur un bouton fait apparaître la lumière. Left, en revanche, est émerveillé par toutes les lumières de la ville la nuit. Ils sont également stupéfaits par toutes les énormes châteaux de pierre autour, et ils se demandent combien de seigneurs y vivent. Yuru doit expliquer que ce ne sont pas des châteaux, ce sont des maisons, et des dizaines de personnes vivent dans chacune. Il leur dit ensuite que ce n'est même pas la capitale. Selon Dora, à Tokyo, il y a 10 millions d'habitants. Yuru essaie de se rappeler le nom de cet endroit, et il arrive à Gama. Raigt fait remarquer qu'il sera facile de se cacher avec autant de gens autour, et Yuru est d'accord que le meilleur endroit pour cacher un arbre est la forêt. Left dit que quelque part parmi ces gens, Yuru va trouver sa sœur. Yuru le sait, et il pense en lui-même à son plan pour la suite. Il pense que Dora et Anna sont probablement de bonnes personnes, mais il ne peut pas leur faire entièrement confiance parce qu'ils sont liés à la tromperie concernant sa sœur. Il ne peut pas non plus faire entièrement confiance à la femme qui se fait appeler Asa. Quitter le village avec un enfant n'est pas une petite décision, alors Yuru est déterminé à découvrir pourquoi ses parents sont partis. Son plan est de capturer Asa et de la forcer à l'emmener chez ses parents. Il demande à Left et Raigt de l'aider, et ils sont heureux de le faire. Left dit que c'est comme être perdu dans un nouveau monde étrange, et Raigt dit que c'est excitant parce qu'ils n'ont pas pu faire ce genre de choses depuis 400 ans. Raigt est trop excité, alors Left le gronde d'en faire trop alors que leur maître est si sérieux. Raigt demande à Left ce qu'elle pense de la situation, et elle se fait parfaitement comprendre. Elle déclare qu'elle n'aime pas être chassée parce que c'est dans sa nature de faire la chasse. Juste à ce moment, Dora raccroche le téléphone et dit à tout le monde qu'Anna a trouvé un endroit où vivre, donc ils n'ont plus à dormir dans la voiture. Yuru demande à propos de l'appareil que Dora n'arrête pas d'utiliser, et Dora explique que c'est un téléphone. C'est un peu comme envoyer des messages avec des signaux de fumée, mais avec des lettres ou votre voix. Ils acceptent cette explication immédiatement, et Dora n'en revient pas qu'ils acceptent tout aussi facilement. Ils sont enfin arrivés à leur nouvelle maison, et Anna les accueille à l'intérieur. Yuru est émerveillé car de l'extérieur, elle ressemblait à l'un de ces châteaux de pierre géants, mais maintenant il va voir à quoi ressemble l'intérieur. Anna les informe que l'eau et l'électricité sont déjà installées, et que quelqu'un passera plus tard pour allumer le gaz. Elle donne à Dora la chambre de style occidental, et elle demande à Yuru s'il préfère une pièce avec un plancher. Yuru n'en croit pas ses oreilles car, au village, le plancher n'était utilisé que par Asa ou pour des événements très spéciaux. Il se précipite dans sa chambre, et il n'en revient pas de l'épaisseur du plancher. Il se demande s'il a vraiment le droit de dormir sur quelque chose d'aussi luxueux. Anna lui présente ensuite ses deux démons nommés Kotatsu et Jiro. Droite et gauche se présentent poliment comme la divine droite et la divine gauche. Les démons sont sur la même longueur d'onde, et ils échangent des chèques. Yuru n'arrive pas à croire que ces deux-là soient des démons parce qu'ils ressemblent à un chat et un chien ordinaire. Kotatsu et Jiro ne tolèrent pas le manque de respect, alors ils tabassent Yuru. Droite dit à Yuru que ces deux-là ne sont pas comme des animaux ordinaires, et qu'il devrait les saluer correctement. Yuru en a maintenant terriblement peur, et il dit bonjour. Il voit une pancarte sur la porte qui indique Dono, et Anna explique que puisque l'ennemi connaît le nom de famille de Dora, il devrait utiliser le sien à la place. Yuru est surpris d'apprendre qu'ils ont des noms de famille, et il se demande s'ils viennent de grandes familles. Anna explique que ce n'est pas grave et que tout le monde ici en a un. Dora dit qu'elle fait preuve d'humilité parce qu'elle possède en réalité sa propre montagne. Yuru est stupéfait et la traite de propriétaire terrienne, ce qu'il fait vite taire. Elle dit qu'elle vient de l'hériter, que personne ne l'entretient, donc qu'elle est devenue envahie par la végétation. Elle ne peut pas la vendre non plus, alors elle est juste là. Yuru demande immédiatement s'il peut y aller chasser, mais Anna lui dit qu'ils doivent obéir aux règles. Dans le monde d'en bas, vous avez besoin d'un permis pour chasser. Yuru n'a même jamais entendu parler d'un permis auparavant, alors Dora explique que c'est une preuve d'autorisation. Il ajoute que vous en avez même besoin pour conduire les chevaux de métal. Ailleurs, Asa s'entraîne à utiliser son pouvoir, et nous voyons à quel point elle est précise. Cependant, elle exécute un type d'attaque différent, et elle perd toute cette précision. Un homme plus âgé qu'elle appelle maître arrive et s'excuse également d'avoir endommagé sa cour. Elle est tout simplement frustrée parce qu'elle a encore besoin de travailler sa précision.
Le gars dit que ce n'est pas grave tant qu'elle ne tue personne, et qu'elle peut continuer à s'entraîner. Il ordonne à Jin de nettoyer, alors Jin utilise son démon pour le faire. Il se rend ensuite à l'intérieur pour rendre visite à Gabi, qui se repose et se remet de ses blessures. Gabi dit qu'elle va plutôt bien, tout bien considéré. Asa offre une pomme à Gabi, mais elle a oublié d'apporter un couteau. Heureusement, Jin s'en occupe car son démon en crache un. Gabi se méfie de l'endroit où ce couteau a traîné, et Jin lui assure qu'il ne croit pas qu'il ait servi à poignarder quiconque. Le maître ordonne à Gabi de se concentrer sur sa guérison, puis il dit à Asa de rester au manoir avec elle. Asa accepte, mais elle se demande pourquoi il veut qu'elle reste. Il explique que la nouvelle s'est probablement déjà répandue que les deux jumeaux ont quitté la montagne. Cela signifie que beaucoup de gens vont les chercher tous les deux. Il y a même des gens au sein du clan Kagamore lui-même qui la veulent pour eux-mêmes, donc elle sera plus en sécurité en restant ici. C'est pourquoi le maître a décidé que ce serait Jin qui chercherait Yuru. Jin dit que le problème est qu'il n'a jamais vraiment vu à quoi ressemble Yuru. Gabi regrette de ne pas avoir pris de photos, mais il trouve une meilleure idée. Les deux filles essaient de dessiner Yuru, mais leurs dessins sont terribles. Jin détermine que sa meilleure ligne de conduite pour l'instant est de se renseigner sur Dora. Avant qu'il ne parte, Asa court après lui et lui dit que les démons de son frère ont un odorat incroyablement fin. Ils sont assez précis pour identifier les gens uniquement par l'odeur de leur sang. Asa lui donne aussi son dessin des démons, et il est également très mauvais. De retour à l'appartement, Dora sort de la salle de bain, revigorée après s'être rasée. Anna le remarque immédiatement, et Dora explique qu'il devait se débarrasser de sa barbe puisque l'ennemi a vu son visage. Ils ne peuvent prendre aucun risque, et il doit tout faire pour se déguiser. Anna fait remarquer que sa barbe était la seule chose qui lui donnait l'air de Jason Statham, alors maintenant il n'a plus aucune valeur à ses yeux. Dora se plaint qu'il vient de se marier et que sa femme est déjà en train de le harceler émotionnellement. Il se demande où est passé leur fils, et Anna dit qu'il est parti se promener pour explorer les environs. Dora s'inquiète pour lui, mais Anna explique qu'il a ses démons avec lui, donc ça devrait aller. Malheureusement, Dora remarque que sa machette a disparu, et il se demande si Yuru l'a prise. Si la police le trouve en train de se promener avec cette chose, il risque une infraction grave pour arme. Anna perd la raison et crie qu'elle a dit à ce gamin de ne pas chercher les ennuis. Pendant ce temps, Yuru est dehors en train de découvrir la ville, et il est complètement époustouflé. Il dit qu'on dirait que le ciel étoilé descend jusqu'au sol, et que tout est si grand et ouvert. Droite fait remarquer qu'il semble impossible de trouver une seule personne dans un monde aussi vaste. Gauche dit que si quelqu'un les cherche, ils finiront par se croiser. Yuru devient sérieux et commence à poser des questions. Il demande s'ils peuvent vraiment sentir d'autres démons, et il confirme que oui. Il demande ensuite s'ils connaissent le sang de la fausse Asa, et il confirme également. C'est exactement ce que Yuru voulait entendre car il a élaboré un plan. Cela a à voir avec ce que Dora lui a dit plus tôt à propos des Kagamore qui ont plusieurs porteurs de démons. Cela signifie qu'il recherche un endroit avec beaucoup de démons et l'odeur de son sang. Gauche et droite sont très excités car il est temps de chasser Asa. Les deux se transforment, ce qui leur permet de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Yuru crie de terreur alors qu'il le transporte dans toute la ville. Ils s'arrêtent finalement parce qu'ils ont senti du sang comme celui de Yuru et une poignée de démons. Ils veulent savoir s'ils peuvent frapper les démons sans poser de questions s'ils se montrent. Gauche se demande si c'est une bonne idée car les démons pourraient être ouverts à la discussion comme Oshirazama l'était. Droite lui dit de faire attention car elle ne devrait pas mesurer tous les démons selon les standards humains. Ils vivent dans des mondes différents, et elle ne devrait pas s'attendre à les comprendre pleinement. Yuru dit qu'il comprend, et il compare cela à avoir affaire à un ours. Il se dirige vers un parking où nous voyons Jin. Reich confirme que qui que soient ces gens, ils sentent les démons et Asa. Comme ils ont remarqué l'ennemi, les démons de l'ennemi les ont probablement remarqués aussi. Juste à ce moment, Asa arrive, et Yuru a un flashback des choses terribles qu'elle a faites à son village. Il perd le contrôle et se précipite immédiatement pour l'attaquer. Droite essaie de l'avertir que ça sent le sang ancien, mais c'est trop tard. Yuru est tombé dans leur piège, et il est consumé par le démon de Jin. Il s'avère que cet Asa n'était qu'un leurre. Jin révèle qu'il sait tout sur l'odorat des démons de Yuru. Jin n'avait aucune idée de à quoi ressemblait Yuru, mais sa réaction au sang d'Asa confirme que Yuru est son frère jumeau. Jin dit qu'il est ravi de faire sa connaissance, et il se présente avec ses démons. De retour à l'appartement, Anna et Dora paniquent. Ils doivent se précipiter pour trouver Yuru avant qu'il n'arrive quelque chose de mal. Dora fait remarquer que Yuru ne connaît pas les règles d'ici, et qu'il pourrait finir par blesser quelqu'un. Anna s'inquiète davantage que Yuru soit blessé, ce qui surprend Dora puisqu'elle a dit qu'elle n'aimait pas les enfants. Anna nie rapidement que cela lui importe, puis elle réalise le vrai problème. Yuru n'a pas de registre familial, ce qui signifie qu'il n'a pas d'assurance maladie. S'il est blessé, ils devront payer 100% de ses factures médicales de leur poche. Anna montre à Jiro un t-shirt appartenant à Yuru et lui dit qu'il a l'odeur de Yuru. Elle veut que Jiro le retrouve, alors Jiro le renifle bien. Après avoir senti l'odeur fétide, Jiro part à la recherche de notre héros. Anna se tourne ensuite vers Kotatsu.
Le travail de Kotatsu est un peu différent, il suit Jiro sur un téléphone portable. Dora reste sans voix car il n'arrive pas à croire que ces démons puissent utiliser la technologie moderne. Anna explique qu'ils ont été transmis de génération en génération et qu'ils ont vécu dans ce monde assez longtemps pour s'adapter. Anna regarde le travail de Kotatsu et est choquée de voir que Jiro est allé jusqu'à Tokyo. Dora commence à se demander si Yuru est perdu ou s'il est allé là-bas dans un but précis. De retour avec Jin et Yuru, Jin explique la situation. Il dit que le village d'Higashi veut aussi les deux jumeaux. Cependant, après l'attaque du village et la fuite de Yuru, il a pensé qu'il ne s'en prendrait pas à Asa pour l'instant. Néanmoins, il ne pouvait exclure qu'ils puissent s'attendre à ce que les Kagamore baissent leur garde et tentent de frapper. C'est pourquoi il s'est préparé à cette éventualité et a utilisé un leurre qui sentait le sang ancien pour attirer Yuru. Cela a fonctionné, et Jin le remercie de leur avoir épargné cette peine. Yuru essaie d'attaquer avec colère, mais le démon de Jin l'en empêche. Les hommes de Jin interpellent les démons de Yuru parce qu'ils savent qu'ils se cachent. Gauche ne sent pas le métal sur eux, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'armes. Droite sent d'autres démons, cependant, et il est sûr qu'ils appartiennent aux hommes de Jin. Leurs démons se cachent et attendent de voir ce qu'ils vont faire. Droite et gauche déclarent qu'advienne que pourra, et ils se révèlent. Les hommes de Jin leur disent de ne pas avancer et menacent de faire du mal à Yuru s'ils ne s'arrêtent pas. Les gars ont très peur lorsqu'ils réalisent que les démons de Yuru ne vont pas s'arrêter. Au lieu de cela, Droite se demande lequel d'entre eux il devrait prendre en otage, et Gauche choisit le morose. Yuru s'excuse auprès de ses démons d'avoir perdu son sang-froid, mais ils comprennent. Gauche lui dit de rester où il est car le fait qu'il soit capturé occupe le démon de Jin. Les gars font remarquer qu'habituellement, les démons donnent la priorité à la protection de leur maître, mais Droite dit qu'ils sont différents. Ils continuent d'approcher, et Gauche dit à Droite d'y aller doucement avec eux car ils ne sont pas armés. Cela ne dure pas longtemps, cependant, car Jin fait cracher une tonne d'armes par un petit démon. Il tire sur les démons de Yuru, mais Gauche fait remarquer qu'ils sont pratiquement faits de pierre. Les gars essaient plusieurs types d'armes à feu, mais aucune ne fonctionne. Ils utilisent même un lance-grenade, mais cela ne fait même pas une égratignure. Les pieds de biche et les épées ne fonctionnent pas non plus, et Droite réalise quelque chose. Ces gars ne sont plus désarmés, ce qui signifie qu'ils n'ont plus à se retenir. Droite s'avance pour attaquer, alors les gars révèlent enfin leur démon. L'un est une grosse tortue qui tombe sur Gauche, et l'autre est un lapin. Ce lapin a des mouvements sérieux, et il commence à marteler Droite. Droite dit qu'il a besoin d'aide, mais Gauche a ses propres problèmes. La tortue est incroyablement lourde, et elle fait tout pour ne pas se faire écraser. Yuru regarde autour de lui et réalise ce qu'il doit faire. Il lance la machette de Dora et fait tomber la tortue de Gauche. Gauche brise immédiatement les dents du démon de Jin et libère Yuru. Yuru lance une dent cassée sur l'un des gars, mais il l'arrête. Il est temps de s'échapper, alors Yuru rappelle à Droite les règles pour quitter les toilettes. Droite se souvient qu'il doit éteindre les lumières, alors c'est ce qu'il fait. Il utilise un rugissement puissant pour détruire toutes les lumières. Le lapin sent que les démons de Yuru s'éloignent d'eux, et les gars se demandent s'ils se sont échappés. Jin dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper car quelqu'un d'autre les attend. Cela faisait partie de son plan depuis le début, et il dit que Yuru va s'enfuir et tomber directement dans son piège. Juste à ce moment, il se souvient de ce qu'Asa lui a dit. Elle a dit que Yuru a l'esprit d'un chasseur. Jin réalise que Yuru ne va pas simplement s'enfuir, mais il le réalise trop tard. Yuru utilise l'obscurité à son avantage et capture Jin. Gauche et Droite sortent de leur cachette pour demander à Yuru s'il a capturé leur cible. Les gars sont stupéfaits et se demandent quel genre de démon abandonne leur maître. Gauche et Droite expliquent que c'est simplement leur façon de faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils font le travail. En plus de cela, Yuru est très compétent dans l'obscurité. Il est le jumeau de la nuit, donc l'obscurité est son terrain de chasse. Bien sûr, si Yuru avait échoué, il l'aurait soutenu. Jin ne réalise que maintenant que Yuru, ayant grandi sur la montagne, a rendu ses sens plus aiguisés que les leurs. Yuru va droit au but et exige de savoir si ce sont eux qui ont attaqué son village. Jin ne perd pas de temps et déclare qu'il est le responsable de l'attaque. La main de Yuru se met à trembler alors qu'il tient la lame contre le cou de Jin, et les hommes de Jin essaient de l'arrêter. Gauche leur dit de se calmer, et Yuru a du mal à se retenir. Il ne met pas fin à la vie de Jin, mais à la place, il a d'autres questions. Yuru fait remarquer que Jin utilisait une petite chose qui faisait de la fumée pour communiquer avec des gens au loin. Jin réalise qu'il parle d'un téléphone portable, alors Yuru a une exigence. Jin doit dire à Asa de venir ici immédiatement car il veut lui parler. Les gars sont surpris car ils s'attendaient à ce que Yuru exige qu'il livre Asa. Jin commence à se demander si le village de Hagashi veut vraiment les deux jumeaux, et Yuru explique que cela ne le regarde pas, il est venu de son propre chef, et cela n'a rien à voir avec le village. Jin l'invite à venir au manoir Kagamore puisqu'Asa veut aussi le voir. Yuru refuse et dit que seul un imbécile entre dans la tanière de l'ours. Il dit à Jin de lui amener Asa et précise que Jin n'a pas vraiment le choix en la matière. L'un des hommes demande si on peut au moins arrêter d'abord le saignement de Jin car il est en mauvais état. Yuru accepte, mais il dit qu'il a fait en sorte de ne pas le tuer.
Jin est surpris d'apprendre que Yuru a blessé Shallow exprès, et Yuru explique qu'il pouvait voir que Jin n'essayait pas non plus de le tuer. Si Jin avait vraiment voulu mettre fin à ses jours, il l'aurait fait avec ce démon. À ce moment-là, Raigt regarde autour de lui tous les démons pour savoir à qui ils appartiennent. Le grand démon vert appartient à Jin, et la tortue dans les cheveux appartient au blond. Left remarque qu'il y a une autre paire de démons qui n'a pas été comptée, et elle demande à Akio s'ils lui appartiennent. Akio confirme qu'ils sont à lui, et explique qu'ils sont là depuis le début. Raigt les a sentis plus tôt, alors elle se demande pourquoi il ne les a pas utilisés dans le combat. Akio explique qu'ils sont tout simplement trop grands pour tenir dans le parking souterrain. Nos héros sont choqués de voir l'œil géant qui attend dehors. Jin explique alors qu'il n'amènera pas Asa à eux. Il offre à Yuru un passage sur vers le manoir Kagamare et précise qu'aucun mal ne lui sera fait. Jin dit qu'il peut lui faire confiance car Yuru sait déjà qu'il ne veut pas mettre fin à ses jours. Yuru évalue la situation et réfléchit à la façon dont les cheveux de la tortue et tout ce qu'Akio possède serait trop difficile à gérer pour Raigt et Left. Leurs options sont limitées, alors il accepte de venir. Sa seule condition est que personne ne manque de respect à Left et Raigt pendant qu'ils sont là. Jin dit que cela va sans dire, et il promet qu'ils seront traités comme des invités. Yuru est prêt à partir, mais Jin dit qu'ils doivent d'abord nettoyer. Cela s'avère assez facile car Jin utilise son monstre. Le blond dit que Scavenger fait toujours des dégâts, et Yuru se demande qui est Scavenger. Jin explique que Scavenger est le concierge de la nature, c'est le grand démon de Jin, et il mange tout. Son petit démon s'appelle Makoto, et il est capable de produire des choses de sa bouche. Jin leur donne régulièrement toutes sortes d'objets utiles afin d'être prêts à tout. Comme ce sont des concierges, il leur donne parfois des choses dont le monde se porterait mieux sans. Raigt se demande alors combien de kilogrammes pèse une tortue. Le blond ne l'a jamais pesée, mais il dit qu'elle peut devenir encore plus lourde. Left dit simplement qu'elle a plus d'entraînement à faire. Quant à Raigt, on voit qu'il est en pleine rivalité acharnée avec les cheveux. Il est vraiment agacé, alors il se demande si Yuru est bon pour chasser les lapins. Yuru explique que les lapins se chassent avec des pièges, et l'aveugle est terrifié. Juste à ce moment, un agent de sécurité arrive, et les gars lui disent que les lumières se sont éteintes pour une raison quelconque. L'agent leur indique où se trouve la sortie, et ils le remercient tous. Pendant ce temps, Asa reçoit un message de Jin, et elle réveille d'urgence Gabi. Elle révèle que Jin est avec Yuru, et qu'il se dirige vers le manoir. Gabi est choquée car Jin a travaillé incroyablement vite. Asa commence à paniquer sur ce qu'elle va porter, et Gabi se demande quand elle est devenue si girly. Sur le chemin du retour, Jin appelle son maître à l'avance. Il lui fait savoir qu'il a réglé les choses avec le jumeau du village de Higashi, et qu'ils sont en route. Le maître se trouve à une source chaude, mais il dit qu'il rentrera directement. Pendant qu'il voyage, Yuru ne peut s'empêcher de regarder toutes les lumières de la ville. Ils arrivent finalement au manoir, et on voit à quel point cet endroit est grand. Raigt pense à comment on leur a dit que le clan Kagamore possédait de nombreux porteurs de démons. Il mentionne cela à Jin et se demande où sont les démons. Jin explique qu'il y en a plusieurs, mais qu'ils n'ont pas encore atteint la section VIP. Il explique qu'ils ont une barrière ici, et qu'elle se trouve juste devant. Ils passent par une autre porte, et ils entrent dans la barrière. Left et Raigt ressentent immédiatement la différence, il y a vraiment des démons partout, et ils sont si nombreux qu'ils ne peuvent même pas dire combien de paires il y a. À l'intérieur, Gabi sent que Yuru est enfin arrivée. Asa se demande si elle veut venir avec elle, mais Gabi dit qu'elle ne veut pas voir la personne qui lui a fait 2 trous dans le corps. Elle se remet encore de ses blessures, et elle peut à peine marcher. Asa va voir Yuru, et Gabi se rendort. Dehors, on voit que Jiro a suivi Yuru jusqu'au manoir. De retour à l'appartement, Dora et Anna voient où se trouve Yuru, il est dans un grand bâtiment, et ils ne peuvent s'empêcher de remarquer la taille du terrain. Le GPS montre que tout ce qui se trouve dans cette zone appartient au clan Kagamore. Dora et Anna sont horrifiés, et ils se demandent si Yuru a été capturé. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude, alors Dora dit qu'il est temps d'aller chercher leur fils. Anna veut l'accompagner, mais Dora refuse, ils ne savent pas encore pour elle, et il ne veut pas prendre ce risque. Il prendra également un taxi pour que les Kagamare ne réalisent pas qu'il est lié à Yuru. Yuru arrive à la porte d'entrée, et Yuru et Raigt sont tous deux stupéfaits par la taille de l'entrée. Un homme nommé Azuma apparaît, et Jin se demande ce qu'il fait ici. Azuma explique qu'il est venu divertir leurs invités après avoir appris que l'autre jumeau arrivait. Jin est immédiatement suspicieux car il n'a jamais rien dit à Azuma à ce sujet. Azuma balaie la remarque et dit simplement qu'il a de bonnes oreilles. Il remarque que Jin est blessé, mais Jin dit que ce n'est pas grave. Azuma voit les démons contre lesquels il a combattu et dit qu'ils sont magnifiques. Juste alors, Asa arrive en courant, et elle est complètement submergée quand elle voit Yuru. Elle se demande si elle peut lui faire un câlin, et il dit fermement non. Elle s'excuse car elle ne sait plus à quel point ils sont proches, et Yuru dit qu'il ne sait pas non plus. Il précise très clairement qu'il n'est pas venu ici pour se faire des amis et qu'il a des questions pour elle. Asa dit qu'il peut lui demander n'importe quoi, et elle demande s'ils peuvent se faire un câlin après. Yuru ne lui fait toujours pas confiance, alors il dit qu'il n'y aura pas de câlin.
Il lui dit qu'au lieu d'être obsédée par lui, elle devrait s'inquiéter de la blessure de Jin. Azuma dit qu'il peut faire visiter les lieux à Yuru pendant que Jin se fait soigner ses blessures. Jin lui rappelle que Yuru est son invité et qu'ils n'ont rien à faire avec Azuma. Azuma entend le message haut et fort, alors il dit à Yuru de se sentir comme chez lui. Jin dit alors à Akio de rester à l'extérieur de la barrière et de ne laisser personne entrer. Il ordonne également à Yuru de rester près de lui pour ne pas se perdre. À l'infirmerie, un docteur nommé Sakura suture Jin. Elle apprend comment il a été blessé à la base, et elle n'arrive pas à croire qu'un gamin l'ait coupé avec une machette. C'est une histoire assez folle car les adolescents ne manient généralement pas les machettes. Yuru est surpris par cela car dans le village, chaque jeune garçon a une ou deux machettes. Asa est d'accord avec lui, et Haru les traite de barbares. Jin rend alors à Asa son échantillon de sang que le docteur lui avait donné. Yuru est immédiatement outré car seuls les démons prélèvent le sang des femmes et des enfants vivants. Asa explique que c'était en fait son idée que Jin le prenne. Elle révèle que la technologie moderne lui permet de prélever uniquement la quantité nécessaire sans couper de veine. Yuru se demande si c'est une sorte de magie, mais les autres expliquent que ce n'est pas si grave. Le docteur lui montre l'aiguille utilisée pour le faire, et ils expliquent que cela ne fait même pas mal quand c'est fait par quelqu'un de compétent. Haru n'arrive pas à croire que Yuru soit à l'aise avec la violence, mais que prélever du sang le dérange. Asa mentionne également que les Kagamares la nourrissent très bien, donc donner un peu de sang n'est pas un problème. Yuru fait remarquer qu'elle est devenue énorme et que son Asa à lui est plus petite et plus mignonne qu'elle. Asa explique qu'il deviendra plus grand aussi s'il mange la nourriture qu'ils ont ici. Yuru en a déjà goûté, et il dit que c'est bien trop salé. Asa n'est pas d'accord car elle y est habituée, et tous deux commencent à se disputer. Ils se chamaillent, et Haru voit bien qu'ils sont frères et sœurs. Yuru finit par se reprendre et se souvient de la raison pour laquelle il est venu. Il devient sérieux et aborde sa question la plus importante, il est venu pour savoir où sont leur mère et leur père. Asa est prise au dépourvu et Yuru exige de les voir. Il sait qu'Asa a fui le village avec lui, mais Asa reste silencieuse. Finalement, elle lui dit que leurs parents ne sont pas là. Asa révèle qu'ils ont disparu, et qu'elle n'a aucune idée d'où ils sont. Jin intervient et demande à Asa combien il doit révéler à Yuru. Asa ne veut pas mentir à son frère, et elle veut qu'il sache tout. Jin explique que beaucoup de choses se sont passées après le départ de leurs parents du village. Les Kagamares les ont recueillis, et ils ont fini par s'adapter à leur nouvelle vie. Leur mère vient du monde extérieur, alors ils ont décidé de visiter son ancienne maison. Elle est originaire d'Okinawa, une île loin au sud que l'on ne peut atteindre que par avion ou par bateau. Yuru se souvient que sa mère lui avait dit qu'elle n'était pas de la montagne, et qu'elle voulait l'emmener visiter sa maison. Yuru se demande ce que sont ces avions dont il parle, et Asa explique qu'ils sont comme des dragons, les avions sont utilisés comme véhicules pouvant transporter environ une centaine de passagers. Asa explique ensuite que leur mère avait été présumée disparue dans les montagnes. Quand elle est revenue, elle voulait rendre visite à ses parents chez eux pour leur montrer qu'elle allait bien. Ils ont laissé Asa au clan Kagamore et ont pris un avion pour Okinawa. Quelque part pendant ce vol, leurs parents ont disparu. Ils ont bien embarqué à Tokyo, mais quand l'avion est arrivé à Okinawa, ils n'étaient pas à bord. Encore aujourd'hui, personne ne sait comment ils ont disparu en plein vol. Yuru se demande si quelqu'un a pu les kidnapper, et Asa dit qu'ils ne savent pas. Yuru s'énerve de plus en plus, et il demande si quelqu'un les protégeait. Jin confirme qu'un porteur de démons fiable du clan Kagamore a été assigné à leur protection. Malheureusement, le garde a disparu avec eux. Yuru souligne immédiatement que le garde semble suspect, et Asa est d'accord, il pourrait s'agir d'un ennemi se faisant passer pour un allié ou même d'un agent du village de Higashi ayant infiltré le clan Kagamore. Jin s'excuse et prend la responsabilité de cet échec. Yuru est furieux, et il n'arrive pas à croire qu'Asa fasse encore confiance à ces gens après qu'ils aient laissé leurs parents disparaître. Asa explique qu'après leur départ du village, des assassins sont venus les uns après les autres. C'est le maître du clan Kagamore et les hommes de Jin qui ont sauvé sa vie à chaque fois. Ils l'ont aidé même quand il n'en avait pas besoin, et c'est pourquoi elle leur fait confiance. Ailleurs, un groupe de personnes inconnues observe depuis l'ombre. Ils voient que les deux jumeaux sont maintenant à l'intérieur du manoir Kagamore, et ils voient cela comme une opportunité en or. Jin est blessé, la mobilité de Gabi est limitée à cause de sa blessure à la jambe, et le maître est absent. L'un des hommes dit qu'il devrait s'emparer des deux jumeaux immédiatement. Une femme émet une inquiétude quant aux compétences de Jin et de ses démons. Un autre gars s'inquiète pour Asa, mais on lui rappelle qu'il fait nuit, ils n'ont pas à s'inquiéter pour elle car elle est plus faible maintenant que pendant la journée. Quant à Yuru, il décide que ce n'est pas grave si sa vie prend fin maintenant. Car la seule chose dont ils ont besoin, c'est de la tête de la fille. Juste alors, Left et Raid sentent un danger, et ils regardent par la fenêtre. Une paire de démons s'écrase dans le bâtiment, et les dégâts sont immenses. À proximité, Gabi est réveillée par son démon, et elle se demande ce qui se passe. Elle voit des démons qu'elle ne reconnaît pas à sa porte, mais il est clair qu'elle est excitée à l'idée d'un combat. De retour avec les autres, ils courent tous suite à l'attaque mystérieuse. Yuru accuse Jin de mentir car il l'a en fait conduit dans un piège. Jin le nie rapidement et explique que ces démons ne sont pas des Kagamore.
Il n'a jamais vu ces démons auparavant, ce qui signifie que des étrangers ont pénétré dans le manoir. Left se demande s'il devrait les vaincre, et Jin dit qu'il aimerait idéalement capturer leur maître. Raigt fait remarquer que trouver une seule personne dans un manoir aussi grand ne va pas être facile. Le docteur intervient et dit que s'ils éliminent quelqu'un, ils devraient s'assurer que le travail est bien fait, ils devraient s'assurer que leurs vies sont terminées car elles ne voudraient pas avoir à les soigner. Yuru se demande alors ce qu'il advient des démons quand leur maître meurt. Haru explique que s'ils ne sont pas transférés à un nouveau maître au préalable, ils deviennent des démons errants. Ils sont liés à un lieu comme des fantômes, et si aucun nouveau contractant ne vient jamais pour eux, ils finissent par disparaître après des décennies ou des siècles. C'est pourquoi les démons donnent généralement la priorité à la protection de leur maître. Yuru trouve que cela semble difficile, et il décide qu'il n'essaiera pas de tuer le maître de l'intrus. Haru trouve vraiment que Yuru est fou car son plan était de les éliminer. Yuru demande alors si le démon de Jin a des arcs et des flèches. Jin se tourne vers Makoto et lui fait produire tout un assortiment d'armes. Yuru est choqué car il n'en a même jamais utilisé aucune. Le temps presse, alors il choisit simplement celle qui lui semble convenable. Le démon s'approche rapidement, et Nero tire sa flèche. Le tir de Yuru rate complètement, et il réalise qu'il va devoir ajuster l'arc. Jin téléphone à Gabi pour vérifier sa situation, et elle confirme que quelque chose l'a également attaqué. Elle est toujours en train de les gérer, mais elle est surprise que les intrus aient réussi à pénétrer dans le manoir sans que personne ne le remarque. Jin l'informe qu'il combat actuellement des démons qu'il n'a jamais vus auparavant. Elle lui dit de simplement les éliminer, mais il explique qu'il est actuellement blessé et qu'il a une mobilité limitée. Gabi le traite d'inutile et lui rappelle qu'il est censé protéger Asa. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car Zero et ses démons gèrent la situation. Gabi est contente de l'entendre car elle sait exactement à quel point ils sont compétents après qu'il les mise en difficulté. Puisque tout le monde va bien, Gabi se demande si elle est libre de faire ce qu'elle veut. Jin lui dit d'y aller et d'arrêter de se retenir. Gabi se tourne vers son démon et prononce le mot « Gob ». Son démon croque immédiatement l'un des intrus et met fin à sa vie. Gabi dit à l'autre qu'elle se sent mal de le laisser tout seul, donc elle va aussi mettre fin à sa vie. Elle dit à nouveau « Gob » et son démon l'élimine. Elle sort et voit qu'il y a des intrus partout. Gabi dit à son démon nommé Gabriel qu'il a vraiment de la chance car ce soir, il aura un repas extra large. Jin dit aux autres que Gabi va bien, alors Asa déclare qu'elle va gérer les choses ici. Elle va arrêter les démons qui les poursuivent, et Yuru se demande si elle peut vraiment faire ça. Asa dit qu'elle le peut, et qu'elle veut un câlin après. Asa se prépare et s'excuse par avance auprès de Jin au cas où elle détruirait le manoir. Jin dit que ça ira car il supportera le poids de la colère du maître. Haru essaie de présenter les mêmes excuses, mais Jin lui dit qu'il est tout seul. Asa demande ensuite à Yuru de distraire le démon blanc pendant qu'elle s'occupe de sa part. Yuru lui dit de ne pas lui donner d'ordre, mais il dit qu'il s'en occupe. Il s'apprête à agir, mais quelque chose d'étrange se produit. Asa et Yuru se retrouvent dans un endroit étrange, et les autres sont choqués de voir qu'ils ont disparu. Jin se demande ce que ce démon vient de faire, et il essaie de s'enfuir. Haru l'arrête avec sa tortue très lourde. Il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais si les intrus peuvent faire disparaître les gens, alors il pourrait savoir quelque chose sur les parents d'Asa. Haru veut des réponses, alors il rend sa tortue encore plus lourde. Jin lui dit qu'il peut endommager le manoir, mais qu'il ne peut pas tuer les démons ni leur maître. Haru accepte l'ordre, et son autre démon lui dit qu'ils sont entourés de démons ennemis. La situation s'annonce mal, mais Haru dit à Jin qu'il va s'occuper des démons. Jin se demande où se trouve quelqu'un nommé Aguri, et on lui répond qu'il dort après avoir rendu un projet. Le docteur fait remarquer que s'il le réveille maintenant, Aguri le tuera. Jin conclut qu'ils n'auront aucun renfort, ce qui signifie qu'ils devront simplement faire de leur mieux. Il sort une arme et dit à ses démons de se préparer. Dans le vide, Asa appelle tout le monde, mais personne ne répond. Elle continue d'essayer, mais elle finit par réaliser qu'elle est complètement seule. La peur d'être seule lui donne d'étranges visions, et elle se met à trembler. Juste à ce moment, Raigt annonce qu'elle n'est pas seule, et elle panique. Il fait noir comme dans un four, alors Asa dit qu'il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Raigt lui dit qu'il ne voit rien non plus, mais qu'il est juste à côté d'elle. Il dit que c'est l'obscurité véritable, et qu'il ne fait même pas aussi sombre dans le village de Hagashi. Raigt sent une odeur de transpiration désagréable, et il se demande si Asa a peur du noir. Cela déclenche des souvenirs, et elle révèle qu'elle déteste être seule dans le noir. Raigt utilise son odorat pour trouver où elle se trouve, et il lui tapote la tête. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il est juste à côté d'elle et elle n'est pas seule. Cela la calme, alors elle se demande où est son frère. Elle suppose qu'il est au même endroit, mais Raigt ne sent pas son odeur. Asa fait remarquer que Raigt est son démon, alors elle se demande pourquoi il ne l'aide pas. Il explique que Left est probablement avec Yuru, et qu'ils trouveront une solution. Il révèle qu'il a délibérément suivi Asa parce qu'il voulait lui parler. Il commence par lui rappeler que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois dans le village, elle l'a soudainement attaqué. Puis il a remarqué qu'elle ne lui avait pas adressé un seul mot depuis son arrivée au manoir. Asa réfléchit et dit que lorsqu'il a neutralisé son pouvoir de rupture,
Elle s'est souvenue de quelque chose que son père lui avait dit. Il avait dit que Raigt et Left ont la capacité d'empêcher la rupture et le sceau de devenir incontrôlable. Raigt connaît très bien cela, et il confirme qu'il est son ennemi naturel. Asa réfléchit alors à ce que cela signifie pour la suite. Si Uru acquiert un jour la capacité du sceau, alors Left deviendra son ennemi naturel de la même manière que Raigt est le sien. Dans l'espace blanc, nous voyons que Uru et Left sont ensemble. Cet espace est totalement vide, et la luminosité est aveuglante. Uru se demande quel est cet endroit, mais Left n'en a aucune idée. Elle a vécu longtemps, mais elle n'a jamais connu cela auparavant. Il y a certainement un sol sous leurs pieds, mais ce blanc éclatant fait perdre l'équilibre à Uru. Left explique que lorsqu'elle a essayé de voler, elle a heurté ce qui ressemblait à un plafond. Elle détermine qu'ils sont probablement dans une barrière sphérique créée par ses démons ennemis. Uru se demande s'il y a des ennemis à l'intérieur, et Left dit qu'elle ne sent personne. Uru lui dit de l'aider à ajuster son arc, et elle se demande pourquoi il veut faire ça maintenant. Il explique qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais qu'il ne veut pas perdre de temps. Son père lui a toujours dit de garder ses outils en bon état, afin d'être prêt à se battre à tout moment. Left se demande pourquoi il n'a pas peur de la situation déroutante, et Uru dit que rien n'a eu de sens depuis l'attaque du village. Il s'est simplement habitué à être constamment désorienté. Après avoir ajusté l'arc, Uru dit à Left de tenir la machette pour qu'il puisse l'utiliser comme cible. Il rate sa première tentative et frappe Left en plein visage. Uru doit lui rappeler de l'esquiver la prochaine fois, mais elle ne veut pas car elle devrait alors ramasser les flèches. Elle lui rappelle qu'elle est faite de pierre, donc il n'a pas à s'inquiéter. Pour une raison quelconque, ses attaques continuent de manquer leur cible, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Finalement, Left fait remarquer qu'il devrait s'inquiéter pour sa sœur. Elle a été engloutie par la barrière noire. Au même moment, ils ont été emportés par le blanc. Uru lui rappelle qu'Asa a le pouvoir de rupture, et si ces choses sont des barrières, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pendant ce temps, à l'extérieur, la tortue est éjectée du démon. Juste à ce moment, le pouvoir de rupture d'Asa s'active, et elle s'échappe avec Raigt. Le lapin la souhaite la bienvenue, mais il n'y a pas de temps pour célébrer. Asa déclare qu'elle va utiliser son pouvoir de rupture pour briser le contrat entre le démon et son maître. Elle brise le contrat, et le démon s'effondre. Le docteur donne alors à Asa une fiole de son sang, et elle le verse sur le démon. Le démon se rétablit, et Asa lui dit qu'elle est sa nouvelle maîtresse. Le démon devient soudainement amical, et elle l'appelle un bon garçon. Asa dit qu'elle a besoin qu'il fasse quelque chose pour elle, et elle lui demande s'il a englouti son frère. Le démon confirme que oui, alors elle lui ordonne urgemment de le recracher. Il libère Left et Uru, et tout le monde célèbre. Uru est prêt à combattre le démon, alors Asa doit lui expliquer qu'ils sont maintenant de leur côté. Uru reste sceptique, alors il lui dit de s'expliquer. Asa dit que ces démons sont ceux qui l'ont piégé dans l'espace étrange, et elle a passé un contrat avec eux. Haru fait remarquer qu'ils peuvent faire disparaître les gens, donc il pourrait savoir quelque chose sur les parents d'Asa. Ce sont aussi les parents de Uru, ce qui retient son attention. Il est maintenant intéressé, alors il demande quel est le plan d'Asa. Asa dit au démon qu'elle a une autre requête car elle veut qu'il lui dise où se trouve son ancien maître. Le démon est prêt à coopérer, et Haru n'en croit pas ses yeux qu'Asa oblige des démons à trahir leurs anciens maîtres. Le démon court dans le couloir et montre la porte du doigt. Un gars traite la capacité d'Asa de surpuissante, et il n'arrive pas à croire que son démon l'ait déjà trahi. Asa ne peut pas voir le gars car il fait trop sombre, mais Uru n'a pas ce problème. Il le frappe avec sa flèche et dit à Raigt de le poursuivre. La bataille dans le manoir continue, et Jin s'excuse auprès de certains résidents. Il dit que les non-combattants devraient rester cachés dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'ils aient géré la situation. Des intrus tentent de s'approcher de lui par surprise, mais les démons de Jin le protègent. Dehors, nous voyons que l'un des intrus cible Jin. Il veut que Jin continue d'avancer car il est sur le point de tomber dans son piège. Malheureusement pour lui, le démon de Jin le repère et le fait exploser avec une grenade. Un autre gars essaie également de l'attaquer, mais il s'avère que ce n'est qu'un leurre de Jin. Le vrai Jin est derrière lui, et il met fin à sa vie. Jin a déjà éliminé un bon nombre de ses gars, et il n'en a reconnu aucun. Gabi lui dit qu'il a fait du bon travail, et elle non plus n'a reconnu aucun des 5 qu'elle a vaincus. Juste à ce moment, un autre intrus s'effondre devant eux, et il dit qu'il se rend. Jin remarque qu'il a une flèche dans le bras, et il se demande si c'est Uru qui a fait ça. Il fait complètement noir ici, et il se demande d'où Uru tire. Nous voyons que Uru est sur le toit d'un des bâtiments, et il chasse d'autres intrus. Un autre intrus se cache dans les buissons et réfléchit à sa situation. Il sait que s'il essayait de se battre contre Uru, Uru l'abattrait avant qu'il ne soit à portée. Ils ont déjà éliminé la plupart des intrus, alors ce gars décide de partir. Leur équipe a été constituée à la dernière minute, donc ils n'avaient aucune chance. Il s'échappe, mais un autre intrus a moins de chance. Cet autre gars dit qu'il n'a accepté ce travail que parce que la paix était bonne, mais que ça n'en vaut plus la peine. Il va devoir trouver de nouveaux démons maintenant, et il essaie de s'enfuir. Malheureusement pour lui, il tombe sur l'œil géant qui attend devant la porte.
Son maître apparaît et élimine l'intrus. Le lendemain matin, Yuru dit à Jin qu'il a fait du bon travail. Les lieux sont sens dessus-dessous, et Jin s'excuse auprès de Yuru de l'avoir entraîné là-dedans. Yuru dit que c'était une façon étrange de divertir leur invité, et Jin le remercie pour son aide. Yuru explique qu'il n'a pas fait ça pour eux. Il l'a fait uniquement pour retrouver la trace de sa mère et de son père. Gabi arrive, et sa querelle avec Yuru continue. Les deux recommencent à se chamailler, et Gabi exige du respect. Yuru dit qu'il l'a laissé repartir dans le village, mais qu'il ne lui a pas encore pardonné. Azal est calme et explique que Yuru et ses démons ont sauvé tout le monde. Gabi peut le dire car ils ont capturé un bon nombre d'intrus. Elle se demande ce qu'ils vont en faire, et Jin dit qu'ils doivent attendre la décision de leur maître. En attendant, ils extrairont autant d'informations que possible. Un gars a été informé qu'il recevrait une fortune s'il capturait les jumeaux. Il dit qu'il ne sait pas qui est le client, mais cette réponse ne satisfait pas Haru. Il écrase le gars avec sa tortue, et le gars implore la clémence. Il dit toujours qu'il ne sait pas qui l'a engagé car c'était un travail ponctuel. Il n'a rencontré l'équipe que récemment, et ce n'était qu'un groupe de manieurs de démons ordinaires et moyens. Haru est sûr que quelqu'un dirigeait au moins les opérations, alors il veut en savoir plus sur lui. L'intrus révèle que c'était un gars avec une barbe portant une veste de camouflage. Akio mentionne qu'il est presque sûr d'avoir éliminé ce gars devant les portes. Il s'excuse car ce gars ne pourra pas fournir de réponse. Jin demande alors si le gars sait quelque chose sur le couple marié qui a fui le village de Higashi. Il explique que ce sont les parents des jumeaux, et ils ont disparu d'un vol pour Okinawa. Le gars ne sait rien à ce sujet, et Yuru commence à perdre patience. Yuru veut entendre toute information qu'il pourrait avoir sur ses parents, mais aucun des intrus ne sait rien. Asa s'excuse car Yuru est venu ici en espérant trouver quelque chose. Haru demande si quelqu'un d'autre a des questions, alors Asa lève la main. Le gars dit qu'il leur dira tout tant qu'ils enlèveront la tortue de dessus lui. Asa veut simplement savoir comment il appelait ses démons. Elle est leur nouvelle maîtresse maintenant, alors elle veut connaître leur nom. Le gars dit qu'il ne leur a jamais donné de nom car les démons sont comme du bétail. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur montrer qui est le patron pour qu'ils ne s'emballent pas. Gabi est dégoûtée par ce qu'il dit, et elle manque de mettre fin à ses jours. Elle commence à lui écraser la tête, et elle ne s'arrête que lorsqu'Asa le lui dit. Elle est toujours contrariée, alors elle dit qu'elle retourne se coucher. Le lapin dit au gars que les démons ont des sentiments, eux aussi. Haru fait remarquer que son attitude est probablement la raison pour laquelle ces démons l'ont trahi si facilement. Il dit ensuite aux autres intrus qu'il ferait mieux de dire tout ce qu'ils savent. Ils ne savent rien, et une fille dit nerveusement qu'elle a donné des noms à ses démons. Quant à Asa, elle demande à ses nouveaux démons quels noms ils veulent. Ils sont très amicaux, alors elle doit leur rappeler qu'elle n'est qu'une maîtresse temporaire. Elle dit qu'ils sont vraiment grands, alors ils se transforment en version plus petite d'eux-mêmes. Yuru se souvient alors de ce qu'Asa a dit plus tôt. Elle a dit que des assassins l'attaquaient l'un après l'autre, alors il se demande si ça a toujours été comme ça depuis qu'elle a quitté le village. Elle dit oui, mais cette fois, il y avait beaucoup d'assassins. Elle est contente que Yuru ait été là, et elle le remercie pour son aide. Elle a été en sécurité dans le manoir, donc elle a relâché sa garde, et elle est très en colère contre elle-même. Yuru réalise que le fait qu'elle soit constamment attaquée explique pourquoi elle est si désabusée et pourquoi elle a toujours le visage fermé. Yuru demande si ce sont les assassins qui ont pris son œil, et tout le monde devient très silencieux. Asa ne veut pas lui mentir, alors elle va lui dire la vérité. Elle révèle alors qu'elle est morte une fois. Elle dit qu'elle a été tuée par un assassin du village de Hagashi, et Yuru reste sous le choc. Un peu plus tard, Yuru repense à la première fois que quelqu'un a tenté de mettre fin à ses jours. C'était peu avant que ses parents ne quittent le village, lorsqu'il a été attaqué par un bandit. Il était profondément dans les montagnes à chasser avec son père quand sa vie a failli prendre fin. Yuru pouvait sentir l'intention de tuer du gars dans chaque pore de son corps. Il n'avait d'autre choix que de se défendre en transperçant le gars de part en part à travers sa poitrine. Le père de Yuru l'a frappé avec une flèche au même moment et s'est précipité aux côtés de Yuru. Il fut soulagé de voir que Yuru allait bien et s'excusa de l'avoir laissé. Il dit ensuite à Yuru de se souvenir de ce que ressent l'intention de tuer de quelqu'un. Il avertit Yuru que tant qu'il serait en vie, il vivrait cela d'innombrables fois. Il lui dit de ne pas hésiter contre quiconque dirigeait son intention de tuer vers lui. Yuru était vraiment traumatisé, alors son père dit qu'il passerait la nuit dans la montagne pour lui laisser le temps de se calmer. Son père dut lui dire de respirer profondément car il y a des moments où la peur peut vous tuer. C'est particulièrement vrai pour les chasseurs comme eux qui luttent pour leur vie contre des ours. Il apprit à Yuru à se calmer, analyser la situation et déterminer ce qu'il devait faire. Il lui dit de toujours réfléchir à comment utiliser les matériaux à disposition pour survivre. Son dernier avertissement fut que la mort frapperait là où la peur les rend vulnérables. Cette nuit-là, le père de Yuru lui dit de ne pas dire aux villageois qu'il avait été attaqué par un bandit. Yuru craignait que les bandits n'attaquent le village, mais son père l'assura qu'il ne le ferait pas. Il répéta que Yuru ne devait rien dire à personne, et qu'en retournant au village, il devait agir comme d'habitude. Il devrait rester calme et faire comme si de rien n'était. Quand ils retournèrent au village,
son père mentit à tout le monde. Tout le monde s'inquiétait de ne pas les voir revenir, alors il dit qu'ils avaient simplement perdu la notion du temps. Grand-mère Yamaha remarque le sang sur Yuru, mais son père dit que c'est le sang du rat qu'ils ont mangé pour le dîner. Son père continue comme si de rien n'était, mais grand-mère Yamaha est clairement suspicieuse. La mère de Yuru, nommée Nagisa, et la jeune Asa sont toutes deux soulagées de les voir rentrer sains et saufs. Elles étaient très inquiètes, mais Yuru leur dit qu'il ne s'est rien passé et tient le coup comme son père le lui a appris. Il dit qu'il est vraiment fatigué, et Asa lui dit de prendre soin de lui. Pendant que Yuru raconte des histoires à Asa, son père dit la vérité à sa mère. Sa mère est horrifiée, et son père quitte la pièce. Peu de temps après, ses parents quittèrent le village sans lui ni Asa. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car en réalité, il fut le seul à être laissé derrière. La fille qu'il croyait être sa sœur s'avéra être une imposture. De retour au présent, Asa révèle qu'elle a été tuée par un assassin du village de Higashi. Elle explique, après avoir fui le village et échappé à leurs poursuivants, le clan Kagamore les a recueillis. Les choses semblaient se calmer, mais ensuite leurs parents ont disparu. L'année dernière, à 15 ans, elle a été capturée par un assassin du village de Higashi, et elle a été tuée. Sa vie s'est terminée, et c'est à ce moment-là qu'elle a acquis la capacité break. Quand elle est morte, elle s'est retrouvée dans un endroit étrange. Elle explique que le pouvoir break appartenait à un démon qui vit à la frontière entre le monde des morts et le leur. Le démon qu'elle a rencontré ce jour-là avait le pouvoir d'un break. Quand elle est apparue, le démon a dit que de la chair fraîche était arrivée. Asa était confuse car elle ne se souvenait que d'avoir été coupée par un assassin. Le démon révéla qu'elle était morte, alors Asa se demanda si elle était en enfer. Le démon fut amusé et se demanda quelle vie Asa avait vécue. C'est alors que le démon lui dit qu'elle se trouvait à la frontière entre le monde des morts et son monde. Le démon trouva un livre expliquant que cet endroit est connu sous le nom de Yamatsu. Asa se souvint de la légende du village que son père lui avait racontée, qui disait que les jumeaux nés dans le village de l'Est voyageraient dans le royaume de l'ombre pour commander les démons. Le démon la corrigea et dit que les traditions orales se déforment toujours avec le temps. La version précise est que cet endroit se trouve juste avant le royaume de l'ombre. Asa réalise que les gens du village de Higashi essaient en fait de la tuer délibérément pour l'envoyer dans cet endroit. Le démon confirma que personne ne peut atteindre cet endroit à moins de mourir. Le démon se demanda ce qu'Asa allait faire et expliqua que quiconque vient ici a deux chemins à choisir. Elle pouvait soit rester morte et tomber du chemin, soit accepter le pouvoir de break et retourner dans le monde des vivants. Le démon dit que le pouvoir est vraiment pratique et expliqua ce qu'il pouvait faire. Tant qu'Asa peut voir sa cible, elle peut lui briser net la tête de son corps sur le champ de bataille. Elle pourrait cibler n'importe qui, et elle serait capable de mettre fin aux guerres par elle-même. Selon l'époque, Asa pourrait même devenir une héroïne. Le démon dit qu'il y avait des possibilités infinies, mais il donna aussi un avertissement. Il dit que ceux qui veulent utiliser ce pouvoir se rassembleront autour d'elle, et elle pourrait vivre un enfer sur Terre. Asa dit que son propre enfer personnel avait peut-être déjà commencé. Ses parents ont été kidnappés, et elle ne sait pas ce qui leur est arrivé. Asa sombra dans le désespoir en se blâmant pour leur disparition. C'est alors qu'Asa se souvint de Yuru, et elle se demanda s'il était déjà venu dans cet endroit. Cela signifierait qu'il a aussi été tué, donc elle devait savoir. Le démon dit qu'elle ne savait pas parce que quand Yuru mourrait, il irait là où se trouve le pouvoir Seal. Asa déclara qu'elle ne pouvait pas mourir car ils avaient laissé Yuru derrière eux au village. Des assassins tenteront de mettre fin à sa vie, donc elle devait le sauver. Le démon lui dit une fois de plus de choisir entre la vie et la mort. Asa regarda le démon avec détermination, et le démon dit qu'il aimait ses yeux. Il lui ordonna de regarder seulement devant elle et de ne jamais se retourner. De retour dans le monde des vivants, les gens qui avaient mis fin à sa vie commencèrent à paniquer. Asa ne revenait pas à la vie, et ils se demandèrent s'ils avaient fait une erreur. Le gars craignait qu'elle ne soit qu'une leurre, mais la fille dit qu'elle avait vu cet Asa dans le village. Ils commencèrent à se disputer et déterminèrent qu'ils avaient échoué la résurrection. Ils décidèrent que puisqu'ils n'avaient pas obtenu le pouvoir break, ils iraient plutôt après le pouvoir Seal. Leur objectif était de contrôler le monde souterrain, et ils dirent que le pouvoir Seal était plus que suffisant pour le faire. Ils déclarèrent que mettre fin à la vie de Yuru serait facile car il était complètement lavé par le village. Avant qu'ils ne puissent passer à autre chose, Asa revint à la vie. Elle revint avec le pouvoir break, et elle élimina les assassins. Gabi venait d'arriver et se précipita pour trouver Asa. Elle vit le massacre qui avait eu lieu, et elle traita Asa d'idiote. Elle dit à Asa de laisser les tueries à des inadaptés comme elle. Asa s'excusa et dit qu'elle n'avait pas choisi d'être une jumelle élue. Cependant, elle suivrait désormais le chemin qu'elle avait choisi, et elle se salirait les mains à l'avenir. De retour au présent, Asa s'excuse auprès de Yuru. L'Asa parfaite, petite, adorable et innocente qu'il connaissait a désormais disparu. Gabi retourne dans sa chambre et trouve quelques poupées par terre. Elle réalise que c'étaient les démons qui l'avaient attaqué. C'était un bœuf et un cheval, et ils semblent bien entretenus. Il est clair qu'ils étaient bien aimés, alors elle leur donne une sépulture digne. Quand elle a fini, elle se demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Le lendemain matin,
Dora se présente à la porte du manoir Kagamore. Il doit crier à l'intérieur car il ne semble pas y avoir de bouton d'appel. Quand quelqu'un arrive à la porte, Dora se présente et dit qu'il est venu pour Yuru. Jin dit à Yuru que quelqu'un est là pour lui, et Yuru dit qu'il a oublié de dire à Dora où il était allé. Yuru réfléchit alors à cette situation délicate. Asa fait confiance au Kagamore, mais Dora et Anna ne veulent rien avoir à faire avec eux. Yuru décide que la meilleure chose à faire est d'entendre les deux parties en même temps. Yuru demande à Jin de faire entrer Dora, et Jin rappelle à Akio de ne mettre fin à la vie de personne cette fois-ci. Avant qu'il ne puisse rencontrer Dora, Azuma arrive, et il se demande ce qui est arrivé au manoir. Jin explique qu'un certain nombre de porteurs de démons extérieurs sont entrés dans le manoir et ont fait un carnage. Jin trouve assez étrange qu'Azuma ne soit pas venu aider. Jin sait qu'Azuma a une ouïe très fine, mais Azuma dit qu'il a dormi pendant tout. Un homme nommé Agari arrive et est choqué de voir à quel point l'endroit est en désordre. Azuma explique ce qui s'est passé, et Agari est soulagé qu'Azu aille bien. Il est encore plus surpris d'apprendre que le frère d'Asa est aussi là. Il sait qu'Asa cherche Yuru depuis très longtemps, alors il est content qu'elle l'ait trouvé. Il est terrifié par les démons de Yuru, et on lui présente Raigt et Left. Agari s'excuse auprès de Jin de ne pas avoir pu aider, mais il dit qu'il s'est effondré après avoir respecté une date limite. Agari est inquiet car les étrangers ont pu franchir la barrière, et cela signifie que ce n'est pas aussi sûr qu'il le pensait. Jin dit qu'ils interrogeront à nouveau les assaillants capturés pour découvrir comment ils ont fait. Juste à ce moment-là, tout le monde devient très sérieux alors que Gonzo, le maître du clan Kagamore, arrive de son voyage aux sources chaudes. Dora est avec lui, et Jin se demande pourquoi ils sont ensemble. Gonzo explique qu'ils se sont croisés en chemin, et Dora a dit qu'il était le tuteur de Yuru. Gonzo a beaucoup entendu parler de Yuru par Asa, alors il le salue aimablement. Il a aussi entendu parler des démons de Yuru, et il est sûr qu'ils sont impressionnants. Jin fixe Dora, et il pense à comment le clan Tadra sont les vassaux du village de Higashi. Ils servent de liaison entre le village de Higashi et le monde extérieur. C'est un clan prudent qui ne s'est jamais montré au clan Kagamore. Cela amène Jin à se demander pourquoi l'un d'eux est venu en territoire ennemi complètement désarmé. Pendant ce temps, Raigt se demande si les Kagamore et les Tadra pourraient travailler ensemble. Yuru dit non parce qu'il sent que Gonzo et Jin veulent mettre fin à la vie de Dora. Ils font tout leur possible pour se retenir, alors Raigt se demande ce que le clan Tadra a pu leur faire. Yuru se tourne alors vers Dora et lui demande quelque chose qu'Asa lui a dit. Elle a dit qu'il acquérait le pouvoir s'il mourait, et il se demande pourquoi personne ne le lui a dit. Il peut voir que tout le monde le savait sauf lui, alors il exige de savoir pourquoi ils l'ont gardé secret. Dora dit qu'il vient d'entendre la légende du village et n'en connaît pas les détails. Cependant, il fait aussi remarquer que Yuru est un frère attentionné et bienveillant. Si quelqu'un utilisait Asa contre lui et le faisait chanter, Yuru jetterait sa vie. Il dit que savoir qu'il pourrait mourir une fois et revenir rend trop facile d'agir imprudemment. Raigt fait remarquer qu'il n'y a aucune garantie qu'il reviendra à la vie. Left lui rappelle qu'ils ont dit qu'ils étaient les premiers jumeaux nés dans le village de l'Est depuis 400 ans. Elle révèle qu'un des derniers jumeaux n'est pas revenu à la vie après sa mort. C'est une nouvelle terrifiante pour tout le monde, mais Gonzo brise le silence. Il dit que ce n'est pas une conversation à avoir debout, et il demande si Yuru a faim. Yuru réalise qu'il meurt de faim, alors Gonzo déclare qu'ils parleront autour du petit déjeuner. Il assure à Yuru qu'il ne l'empoisonnera pas et rit comme un fou. Asa est ravie car elle va prendre le petit déjeuner avec son frère. Avant de manger leur petit déjeuner, Gonzo voit que la grande salle est complètement en désordre à cause de l'attaque. Ikari dit qu'il peut la réparer, et il révèle ses démons pour la première fois. Nos héros sont stupéfaits lorsqu'il efface le désordre d'une seule main, laissant une zone complètement vierge. Puis, de son autre main, il redessine la même zone, mais tout est réparé. Nos héros se demandent ce qu'il a fait, alors Ikari présente ses démons nommés noir et blanc. Il appelle le blanc correcteur, whiteout, et le noir et d'encre, ink. Il explique qu'il applique du blanc correcteur sur tout ce qu'il veut effacer, puis le réécrit avec l'encre. Asa dit que ces démons dépendent du sens de l'observation et de l'imagination. Ikari est un mangaka, donc sa compatibilité avec eux est très élevée. Ikari informe également tout le monde que les crachats de ces démons sont en fait un signe d'affection. Ikari dit qu'il gagne décemment sa vie et révèle que son vrai nom est Kagamore Agaru. Ikari n'est que son nom de plume, et il l'utilise parce que sa famille fait des choses impitoyables. Il ne veut pas de controverse, alors il cache son identité. Dora réalise que Agar est un Kagamore, et Agari confirme que Gonzo a 3 fils. Ikari est l'aîné, Azuma est le frère du milieu, et Jin est le plus jeune. Ikari précise également qu'ils auront des mères différentes, ce qui explique pourquoi ils ne se ressemblent pas du tout. Azuma fait remarquer qu'en tant qu'aîné, Ikari est le prochain chef du clan. C'est quelqu'un d'important, alors Azuma suggère à Yuru de cultiver une amitié avec lui. Ikari refuse de prendre la tête du clan douteux car il veut simplement vivre une vie paisible à dessiner son manga. Dora fait remarquer que ce que Ikari a réparé n'a pas la même couleur que l'original. Ikari dit que ce n'est pas grave car les couleurs environnantes finiront par s'y infuser jusqu'à ce que tout redevienne normal. Cependant,
Il remarque qu'il a raté les détails sur l'un des piliers. Il l'a rendu beaucoup trop propre, et il n'est pas satisfait de son travail. Il montre à quel point il est obsédé en prenant en compte l'âge du bois et l'usure des nattes de sol. Il jure de tout réparer, mais les autres sont prêts pour le petit déjeuner. Il se prépare à manger, et Yuru remarque d'étranges petites silhouettes livrant les sièges. Gauche et droite sont surpris de voir qu'ils ont aussi des sièges, et ils font remarquer qu'ils ne mangent pas de nourriture humaine. Gonzo souligne qu'ils sont des invités, et que les invités sont traités de manière égale. Une fois que tout le monde est installé, Jin va droit au but et demande à Dora comment il a su que Yuru était ici. Dora lui dit simplement que c'est un secret. Jin évoque ensuite l'attaque du manoir et se demande si le village d'Est a envoyé les assaillants. Dora le nie et fait remarquer que cela n'aurait aucun sens pour lui d'attaquer le quartier général des Kagamore. Jin reste sceptique car le timing était trop parfait puisque c'est arrivé juste après l'arrivée de Yuru. Jin mentionne qu'il a entendu dire que le clan Tadra pouvait traverser les barrières, et il se demande si c'est lié. Dora nie savoir comment passer à travers les barrières des autres clans. Pendant ce temps, Yuru continue de manger et de s'émerveiller de la qualité de tout, tandis qu'Asa est complètement distraite, le regardant simplement manger. Dora se tourne alors vers Asa et lui demande si les Kagamore l'ont maltraité. Elle dit qu'ils l'ont bien nourri et élevé et que le manoir est sûr. Habituellement, ils ne sont pas attaqués par des assassins, et la nuit dernière était une exception. Gabi fait remarquer que si Asa faisait un pas hors du manoir, elle serait entourée d'ennemis. Le médecin mentionne que les seules fois où Asa doit vraiment partir, c'est quand leur infirmerie est insuffisante et qu'elle a besoin d'un vrai hôpital. Le médecin déteste que cela arrive car la sécurité à l'hôpital est beaucoup plus faible. Asa explique qu'elle a déjà été capturée par des assassins du village d'Est dans un hôpital à l'extérieur du manoir. Elle y était parce que le stress constant d'être une cible lui avait donné un ulcère gastrique. Dora présente ses excuses au nom du village d'Est, même s'il insiste sur le fait que ce n'est pas lui qui a donné les ordres. Dora demande ensuite le registre familial d'Asa car c'est compliqué d'utiliser les hôpitaux généraux sans carte d'assurance, et il essaie de trouver quoi faire pour Yuru. Asa révèle qu'elle n'a toujours pas de registre ici. Elle comptait utiliser les antécédents de sa mère pour en obtenir un, mais cela a échoué quand ses parents ont disparu. Dora est surpris d'apprendre qu'ils ont disparu car il n'en a rien entendu. Il ne pense sincèrement pas que cela ait été fait par le village d'Est, mais Gonzo se demande s'il s'attend vraiment à ce qu'il le croit. Dora dit très clairement qu'il mettrait fin à la vie de quiconque entrerait sur leur territoire, mais qu'il n'attaque jamais personne sans raison. Il fait remarquer qu'il est venu ici sans armes et pacifiquement pour chercher Yuru. Dora dit que les extrémistes Kagamore pourraient être derrière tout ça, et il souligne que le clan n'est pas non plus monolithique. Il demande ensuite à Gonzo ce que le clan Kagamore veut faire des jumeaux. Gonzo dit que chaque fois que ces jumeaux maléfiques naissent, le monde est plongé dans le chaos. Selon lui, le monde se porterait mieux sans le sceau du briseur, Breaker Seal. Son objectif est qu'Asa et Yuru soient la dernière paire de jumeaux et que le village d'Est soit détruit pour que plus aucun ne puisse naître. Il dit que c'est un village misérable, lié par des valeurs dépassées, incapable d'abandonner ses rêves de conquête du monde. Gonzo déclare que c'est la responsabilité des Kagamore, en tant que personnes partageant leur sang, de les reposer. Azuma n'est pas d'accord et dit que ceux qui sont choisis pour détenir le pouvoir devraient l'utiliser pour gouverner le monde pacifiquement. Il croit que le village qui produit briseurs et sceaux devrait avoir le droit d'exister, mais seulement sous le contrôle d'une organisation appropriée. Selon lui, le clan Kagamore a ce qu'il faut pour être cette organisation. Yuru écoute tout cela, puis se tourne vers droite et gauche. Il les remercie pour quelque chose qu'ils ont dit il y a quelque temps. Quand il leur a demandé s'ils étaient des enfants maudits qui causaient le chaos, droite a immédiatement nié. Il a dit que ce sont les gens qui veulent utiliser leur pouvoir qui commencent les combats. Yuru dit qu'il a trouvé un vrai réconfort dans cette réponse, et que cela lui a fait sentir qu'il était acceptable qu'ils existent. Il les remercie pour ces paroles, puis il remercie tout le monde pour le repas. Il s'adresse ensuite à tous pour souligner qu'Asa s'excuse pour tout. Il ne lui pardonnera pas d'avoir attaqué le village, mais elle s'excuse pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Il se demande qui la rend si honteuse d'elle-même. Il questionne pourquoi ils doivent vivre en secret simplement parce qu'ils sont des jumeaux destinés. Yuru dit que si les Kagamore ne sont pas monolithiques, les extrémistes vont probablement entendre parler de cette conversation aussi. Il dit aussi à Dora de s'assurer que le village d'Est entende ce qu'il va dire. Il déclare qu'il ne fuira pas et ne se cachera pas. Il n'a aucune raison de se cacher, et il se moque que quelqu'un soit du village d'Est ou du clan Kagamore. S'ils veulent mettre fin à sa vie, ils sont les bienvenus pour essayer. Cependant, il prévient qu'une fois qu'il aura vaincu ses agresseurs, il leur soutirera chaque goutte d'information. Juste à ce moment, Asa perd son calme et le traite de grand idiot. Elle souligne qu'il ne dit ça que parce qu'il ne sait pas ce que c'est d'être constamment la cible d'assassins. Elle ne veut pas qu'il subisse le même sort qu'elle, et elle lui dit de fuir, de se cacher et d'arrêter de gaspiller sa vie. Asa se tourne vers droite et gauche et leur demande de lui faire entendre raison. Malheureusement, droite dit qu'en tant que ses démons, ils doivent faire ce qu'il dit. Asa est déçu car ils ont tous les deux l'air heureux à l'idée de tous ces combats à venir.
Gabi fait remarquer à Asa que son frère propose simplement de prendre la moitié du fardeau qu'elle a porté seule. Asa le sait déjà, et elle ne peut s'empêcher d'être émue. Gonzo demande alors à Yuru si rejoindre le clan Kagamare n'est pas une option pour lui. Il fait remarquer que Yuru sera plus en sécurité ici, et ils feront en sorte qu'il soit à l'aise. Yuru refuse immédiatement, et il rappelle à Gonzo qu'il a traité le village d'Est de misérable. Yuru a été insulté par cela parce que c'est là qu'il est né et a grandi. Il dit qu'il comprend leurs idéaux, mais les comprendre est différent de les accepter. Yuru déclare qu'il ne se rangera jamais du côté de ceux qui ont attaqué son village. Il apprécie leur aide pour rechercher ses parents, mais il fera les choses à sa manière et travaillera avec Dora pour les trouver. Dora admet alors qu'il souhaite aussi que Yuru se fasse discret. Cependant, en tant que son tuteur, tout ce qu'il peut faire, c'est protéger Yuru et respecter sa façon de vivre. Dora demande ensuite à tout le monde si cela ne les dérange pas qu'ils partent. Asa se tourne alors vers droite, gauche et Dora et leur demande de prendre soin de son frère. Il voit à quel point elle est sérieuse, alors ils promettent de faire de leur mieux. Ensuite, Asa les accompagne jusqu'à la limite de la barrière. Elle explique qu'elle pourrait être attaquée dès qu'elle franchira le pas, donc elle ne peut aller plus loin. Yuru regarde la limite de la barrière et se dit qu'Asa n'a fait qu'échanger une cage contre une autre. Juste à ce moment, Asa se souvient qu'elle voulait montrer une photo à Yuru. C'est une photo de leurs parents juste avant leur disparition. Nos héros sont stupéfaits car ils n'ont aucune idée de ce qu'est cette technologie. Asa prend une photo avec Yuru et explique que cette technologie permet de capturer un moment parfaitement. Yuru ne comprend toujours pas, mais il est très impressionné. Ses démons veulent aussi une photo avec lui, mais les démons n'apparaissent pas sur les photos. Yuru regarde à nouveau ses parents et dit qu'il ne les a pas vus depuis 10 ans. Il se demande où ils sont, et Asa dit qu'elle est sûre qu'ils sont vivants et en bonne santé. Asa lui dit qu'elle fera imprimer la photo et la lui enverra. Elle a juste besoin de son adresse, mais Yuru n'a aucune idée de où il vit. Elle essaie de l'obtenir de Dora, mais il refuse de donner son adresse à quelqu'un qui travaille avec les Kagamore. Jin propose de mettre en place un point de contact au cas où il devrait informer Yuru au sujet de ses parents. Il aimerait d'abord un email ou un numéro de téléphone, mais Dora refuse aussi de les donner. Cependant, il accepte qu'avoir un point de contact serait bénéfique. Il passe en revue quelques options, mais Jin choisit un bar géré par le clan Kagamore. Il dit que quiconque mentionnera le nom de Jin sera accommodé. Avant que Yuru ne parte, Asa lui dit quelque chose d'important. Leurs parents étaient désespérés de ne pas avoir pu emmener Yuru avec eux. Elle révèle que Mamiyama leur a mis des bâtons dans les roues, et ils n'ont pu faire que descendre de la montagne avec Asa seulement. Ils voulaient l'emmener aussi, et ils ne l'ont pas laissé derrière par choix. Ces paroles touchent profondément notre héros, et il doit retenir ses larmes. Il déclare que le simple fait d'entendre cela a rendu tout ce voyage utile. Puis il dit au revoir et il part. Avant qu'il ne puisse partir, Asa se précipite pour lui faire le câlin qu'elle attendait depuis tout ce temps. Elle dit à son frère de prendre soin de lui, et ils se séparent. Yuru s'effondre par terre, et il est furieux contre lui-même d'avoir laissé ce câlin arriver. Il dit que si elle avait été un ours, il serait mort maintenant. Cependant, nous voyons qu'il est en fait en larmes. Il dit qu'il n'a plus aucun doute dans son esprit car c'est Asa et sa vraie sœur. Il repense à quand elle a dit « Prends soin de toi » quand ils étaient plus jeunes, et c'était exactement pareil. De retour à l'intérieur, Asa dit à Jin de ne pas leur mettre un tailleur, un suiveur, car la confiance est importante. Gonzo dit alors que normalement, une tierce partie devrait commander droite et gauche pour contrôler briseur et saut. Cependant, droite et gauche ont fini par être liés au jumeau qui aura éventuellement le pouvoir du saut. S'il arrive quelque chose à Yuru, il n'y aura plus personne pour les arrêter, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Après leur départ, Dora remarque que Yuru semble un peu abattu. Il dit à tout le monde que puisqu'ils sont déjà en plein centre-ville, autant en profiter. Il déclare qu'il est temps que Yuru découvre le monde. Dora les emmène partout, y compris sur un bateau et à une course de chevaux. Malheureusement, Dora se laisse emporter et perd beaucoup d'argent. Yuru était fasciné par la taille et la rapidité des chevaux, et il se demande combien coûterait le cheval gagnant. Dora lui dit de ne même pas y penser parce qu'Anna divorcerait. Il promet d'acheter à Yuru tout ce dont il a besoin pour vivre ici, tant que ce n'est pas du bétail. Yuru explique que ce dont il a le plus besoin en ce moment, ce sont des flèches pour son arc. Il a un arc dans l'appartement, mais il manque de flèches. Dora essaie de penser à un endroit où on les vend, et Yuru dit qu'il peut les fabriquer lui-même s'il a les bons matériaux. Ils se rendent dans une quincaillerie, et Yuru est émerveillé que tout soit simplement en vente. Il fait une liste de tout ce dont il a besoin, y compris du bambou à flèches, un couteau, et du fer ou de la pierre pour les pointes de flèches. Yuru se demande s'ils vendent des cerfs entiers car il veut faire bouillir la peau et les organes pour fabriquer de la colle animale. Dora le supplie de ne pas faire ça parce que les voisins se plaindraient. Il tend à Yuru un tube de colle à bois, et Yuru est émerveillé par sa praticité. Le caissier enregistre leurs achats, et il est surpris par les deux géants à côté de Yuru. Après leur départ, il demande à son patron s'il peut faire une pause parce qu'il hallucine. Droite et gauche disent à Yuru qu'elle peut les voir, mais il pense que ce n'est pas une utilisatrice de démons.
Dora explique que parfois, les gens peuvent voir les démons lorsqu'ils manquent de sommeil. Il s'arrête ensuite au rayon vêtements, et Yuru est surpris par les mannequins. Il regarde une veste et dit qu'il aime les vêtements d'ici parce qu'ils ont beaucoup de poches. Il décide de choisir quelque chose de noir car cela cache les taches de sang. On présente ensuite les sous-vêtements à Yuru, et il les refuse catégoriquement car il préfère les pagnes. Pendant qu'ils sont là, Yuru aborde quelque chose qui le préoccupe. Il dit que lorsqu'il chassait seul dans les montagnes, il a été attaqué par des bandits plusieurs fois, et il les a tués comme son père lui a appris. Il enterrait les corps ou les laissait partir dans les ruisseaux, mais quelque chose lui semblait toujours étrange dans ces situations. Après avoir beaucoup réfléchi, il a maintenant compris quoi. Il a toujours remarqué que tous les bandits avaient les mains trop propres. Quiconque vit vraiment dans les montagnes a de la saleté sous les ongles et sur les jointures qui ne disparaît jamais. Cependant, tous ces hommes avaient les mains propres, tout comme Dora et tous ceux qui vivent dans le monde d'en bas. Il est plus sûr que jamais que ces personnes sont montées sur la montagne spécifiquement pour le tuer. Droite et gauche font remarquer que le village aurait perdu sa confiance s'il était revenu à la vie après qu'un villageois l'ait tué. Cependant, s'il revenait à la vie après qu'un étranger l'ait tué, ce serait bien mieux pour le village. Il lui aurait simplement révélé qu'il a obtenu le pouvoir du sceau en mourant, et ils auraient pu garder son emprise sur lui. Yuru dit qu'il ne peut pas être sûr que le village ait envoyé ces hommes, mais il ne peut plus leur faire entièrement confiance. Yuru aimerait pouvoir, alors qu'il pense à son vieil ami Danji. Dora dit que seul un petit nombre de personnes, y compris lui-même, savent comment traverser la barrière du village de Higashi. Yuru est ravi d'apprendre cela car cela réduit considérablement les possibilités. Gauche se demande si cela signifie qu'ils vont attaquer quelqu'un, et Yuru dit oui car ils doivent prendre l'initiative. Il explique qu'à la chasse, celui qui occupe la meilleure position en premier gagne, et il en a assez d'attendre. Juste à ce moment, Yuru mentionne qu'ils sont suivis. Dora le sait déjà, et il compte 3 personnes qui se relaient pour ne pas être remarquées. Il se demande si ce sont des Kagamore, et il dit à Yuru de ne pas se retourner. Yuru profite de ce moment pour aborder autre chose. Il fait remarquer que Dora a dit qu'il ne voulait pas être trouvé, mais qu'il était sur la photo qu'Asa a prise. Il craint que cela puisse être utilisé pour l'identifier, mais Dora dit que ce n'est pas grave. Il explique qu'un manoir comme le manoir Kagamore a des caméras de sécurité partout. C'est pourquoi il a déjà pris en compte le fait que son visage soit vu quand il a décidé d'entrer là-bas. De retour au manoir Kagamori, Asa regarde la photo de Yuru qu'elle a prise en cachette. Elle voit la photo où Dora apparaît, et elle se rend immédiatement sur son application de retouche photo. Elle supprime Dora et dit que c'est bien mieux. Jin arrive et se demande si Asa a aussi pris une photo de Dora. Asa dit joyeusement qu'il n'est pas sur la photo, et Jin exprime son inquiétude. Il dit que Dora est potentiellement dangereux, et avoir des informations sur lui serait très utile. Jin pensait vraiment que Dora était sur la photo, mais Asa dit non à plusieurs reprises. Jin envoie alors Aro vérifier les images des caméras de sécurité de la porte pour trouver des séquences de Dora. À proximité, l'interrogatoire des attaquants capturés continue. Amura révèle que l'homme barbu en veste de camouflage s'appelait Akashima et que c'est lui qui a contacté tout le monde pour ce travail. Makoto montre son historique d'appel, qui confirme qu'Akashima l'a appelé vers minuit. Amura a reçu le même appel, il pense donc que l'homme barbu a appelé tout le monde dans les parages qui pouvaient venir immédiatement. Haru réalise que minuit était vers l'heure où ils ont fini leur combat avec Yuru et rentré au manoir en voiture. Cela signifie que quelqu'un a dû être informé de l'arrivée de Yuru et a assemblé une équipe immédiatement. Les attaquants sont arrivés vers 2 heures, ce qui est la même heure où Jin s'est fait soigner la jambe. Gonzo fait remarquer que seuls les membres du clan et leurs invités peuvent entrer par la porte à cette heure-là. C'est pourquoi il se demande si un Kagamore se trouvait à la porte qui a permis aux attaquants d'entrer. Amura dit qu'Akashima était la seule personne sur place, mais que la porte ouest était simplement ouverte quand ils sont arrivés. Gonzo est confus car il explique qu'il n'y a pas de porte ouest, et que tout le côté ouest n'est qu'un mur. Les attaquants sont encore plus confus car ils ne peuvent pas expliquer par quoi ils sont passés. Gonzo appelle un homme nommé Fuki, et ses démons s'emparent des démons de Makoto. Elle est terrifiée, mais Gabi lui dit de ne pas s'inquiéter. L'un des démons de Fuki commence à cracher un tas d'informations sur les démons de Makoto. Il dit qu'ils s'appellent Akai et Madori, et que leur maître est Makoto. D'une manière ou d'une autre, il sait aussi beaucoup de choses sur Makoto, y compris tous les membres de sa famille. Il sait même que ses parents ont divorcé et que sa mère a obtenu sa garde exclusive. Sa mère est actuellement à l'hôpital, et Makoto est au chômage. Le démon sait même que Makoto a accepté ce travail pour couvrir les factures d'hôpital de sa mère. Fuki dit à ce démon nommé Whisper de ne pas révéler d'informations aussi personnelles. Au lieu de cela, Fuki ouvre simplement son démon comme un livre et commence à lire. Fuki fait ensuite la même chose avec les nouveaux démons d'Asa. Leur nom de père est Yin-Yang, et ils n'ont pas de noms individuels. Leur précédent maître était Amura, et il a beaucoup de dettes de jeu. En utilisant tout cela, Fuki détermine qu'ils disent la vérité sur le fait de s'être rencontrés pour la première fois sur ce travail. Les attaquants n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer et se demandent qui est ce type.
Fuki se présente et révèle que le nom de père de son démon est Blacklist. En touchant les démons, ils peuvent extraire des informations sur leur précédent maître. Gonzo conclut qu'ils ne sont vraiment que des mercenaires embauchés sans lien avec le commanditaire. Étonnamment, au lieu de les punir, il leur offre du travail. Les attaquants sont surpris, et Gonzo promet qu'il les fera travailler comme des chevaux. Il demande si les factures médicales de la mère de Makoto sont vraiment chères, et elle confirme qu'elles le sont. Gonzo dit qu'ils couvriront toutes ses dépenses, et il veut que sa mère se concentre sur son rétablissement. Makoto est submergée, et Amura essaie de faire couvrir ses dettes de jeu aussi, mais Gonzo lui dit qu'il devra les gagner. Dehors, les gardes de Gonzo se demandent s'il est vraiment acceptable de les laisser vivre. Il dit que c'est bon maintenant qu'ils connaissent leurs informations personnelles, et ils les garderont comme soldats jetables. Les gardes demandent alors ce qu'ils doivent faire des autres utilisateurs de démons qu'ils ont capturés. Gonzo leur dit de faire en sorte que les maîtres dont les démons sont morts pendant l'attaque concluent des contrats avec d'autres démons. Ensuite, il veut qu'ils utilisent Blacklist pour obtenir leurs informations. S'il découvre qui est le commanditaire, il veut que ses gardes le tuent ainsi que tous ceux qui lui sont associés. Pendant ce temps, tout le monde répare le manoir, et Amura demande s'il peut récupérer ses démons. Asa se demande s'il leur a déjà trouvé des noms, et il admet qu'il les a nommés Ohaji et Defuku. Tout le monde est surpris par ces noms mignons, et Amura dit qu'il a juste un faible pour les sucreries. Il continue à le taquiner à ce sujet, alors il demande à Gabi comment elle a nommé ses dents géantes. Gabi révèle que les noms complets de son démon sont Joel William Frédéric Gabriel I et Kirk Douglas Alglaf Gabriel II. Amura insulte ces noms très longs, alors Gabi manque de l'écraser. Asa dit aux démons que Amura semble désolé, et qu'il leur a même donné des noms. Les démons ne veulent pas retourner, alors Gabi fait remarquer que les gens ne changent pas si vite. Asa décide de les garder un peu plus longtemps, et Jin dit qu'il est temps de se remettre au travail. Gabi se demande alors si Break a des objections à ce qu'Asa garde ses nouveaux démons. Asa dit qu'elle n'a reçu aucune réponse de Break à ce sujet, donc elle pense qu'ils sont compatibles. Gabi pense que c'est une bonne idée de les garder car plus il y a Dieu qui veille sur elle, mieux c'est. Asa est d'accord, d'autant plus qu'il pourrait encore y avoir des ennemis cachés quelque part dans le manoir. Pendant ce temps, nous voyons Aguri parler à quelqu'un dans le noir. Il dit qu'il s'en est fallu de peu, et qu'ils paniquaient quand ils ont dévié du plan. La personne au téléphone se demande s'il devrait embaucher plus de gens la prochaine fois, mais Aguri refuse. Il révèle qu'il a appris que Gabi et Asa sont en fait très utiles. Il dit qu'il n'a besoin d'aucune aide et qu'il va se débrouiller tout seul. On dirait qu'il parle de l'attaque, mais en réalité, il parle simplement d'avoir failli manquer la date limite pour son manga. Tous ses assistants sont tombés malades, et il a perdu tous ses fichiers. Il s'excuse auprès de son assistant principal et promet de faire mieux la prochaine fois. Il explique également que Gabi et Asa l'aident récemment à finir ses planches. Son assistant demande pourquoi sa chambre est sombre, et il explique que leur immeuble a été endommagé. De retour avec les autres, Yuru est content de ses nouveaux vêtements, et il trouve ses nouvelles chaussures beaucoup plus faciles à porter que des sandales. En quittant le magasin, il remarque qu'ils sont toujours suivis. Yuru pensait à prendre le dessus sur les gens qui les suivaient, mais ensuite il s'est rappelé qu'il avait laissé la machette de Dora au manoir Kagamare. Il s'excuse, mais Dora dit que ce n'est pas grave. De toute façon, brandir une machette en ville aurait posé problème. Il se demande s'il devrait aller chez lui pour que Yuru puisse prendre une arme et qu'il puisse s'armer aussi. Droite est inquiet car les gens qui les suivent pourraient découvrir où Dora habite. Dora s'en moque et dit de les laisser suivre. Il prévoyait de quitter cet endroit de toute façon, alors il leur laissera l'adresse. Les ruelles semblent être un labyrinthe pour Yuru, et Dora lui dit de rester près de lui. Quand ils arrivent, Yuru est émerveillé en voyant l'arsenal de Dora. Il y a des armes partout, et Dora lui dit de prendre ce qu'il veut. Juste à ce moment, Droite sent des démons à proximité, mais Dora n'est pas surpris. Dehors, nous voyons que les gens qui les suivaient sont arrivés. Ils décident de faire demi-tour pour signaler cet endroit au supérieur. Dora apparaît de nulle part et les désarme d'un seul tir. Gauche et droite en maîtrisent deux, mais le dernier s'enfuit. Malheureusement, un brouillard se forme autour de lui, et il se retrouve dans un endroit étrange. Il peut entendre la voix de Dora, et Dora lui souhaite la bienvenue dans la maison perdue du clan Tadra. Il explique qu'il n'y a qu'une fine couche qui sépare ce monde de celui d'où ils viennent. Cependant, Dora est le seul à connaître le chemin pour entrer ou sortir. Il avertit ce type qu'un débutant comme lui n'a aucun espoir de sortir. S'il fait un seul mauvais virage, il tournera en rond jusqu'à la fin de ses jours. Le type devient encore plus terrifié alors qu'il trébuche sur un squelette. Dora explique que c'était un agent Kagamore qui l'a suivi dans le passé. Il s'est perdu il y a longtemps, et Dora dit qu'il y en a d'autres comme lui un peu partout. Il dit au type que s'il ne veut pas finir comme eux, il doit dire qui il est. Droite sent encore des démons, mais Dora n'est pas surpris. Il désigne la maison et dit que ce sont les démons du clan Tadra. Droite dit qu'il ne parlait pas de cela car il y a une autre paire à proximité. La tension monte alors que tout le monde regarde autour, mais il n'y a que le silence. Juste à ce moment, la tête du type s'envole, et le démon se révèle. La bête géante sort de l'eau, et nos héros n'ont aucune idée de ce que c'est.
Juste alors, un autre des suiveurs est éliminé, et l'autre démon se révèle. Celui-ci a des jambes extrêmement longues tandis que l'autre avait de longs bras. Gauche dit à Uru et Dora de prendre les survivants et de reculer. Gauche et droite connaissent ces démons, et leurs noms sont Tanaga et Ashinaga. Ces deux-là sont très dangereux, et Gauche dit que personne d'autre n'a une chance contre eux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.